À 16 ans, tu lâches le lycée pour faire de la radio. Tous les jours, après les cours, je montais à la radio. Je me souviens de la réflexion des voisins de mes parents quand j'avais commencé. Pierre, il fait quoi? Il fait de la radio, il fait un peu de télé, il fait de... Ah ouais, mais comme vrai métier, il fait quoi? Un jour, il y a Sony Music, ils nous disent on vient de signer une jeune artiste, elle a 16 ans, faut absolument qu'on vous l'emmène. Et c'était Céline Dion. C'est toi qui as fait le premier booking de David Guetta. Donc David, ça fait juste 35 ans qu'on se connaît. C'est vrai qu'on a fait son premier booking à Luxembourg. On a fait aussi sa première date en salle à Luxembourg. J'ai acheté 1, puis 2, puis 3 lieux. Des clubs en fait, Al Cox, Bob Sinclair, David Guetta. Tous les plus gros DJ de la planète sont venus chez moi. J'avais un peu d'argent de côté, je me dis je vais m'acheter une maison. J'avais toujours rêvé des États-Unis. Au départ, on a démarré sur de la maison de 5 à 10 millions, puis après de la maison entre 10 et 20. Le record qu'on a aujourd'hui, c'est une maison sur la plage d'Island Beach. Elle a été vendue 30 millions, elle a mis 3 semaines à la vente. Combien de fois on m'a dit ça va pas marcher ton truc, laisse tomber quoi. Si tu penses que ton idée elle est bonne, je leur dirais Bonjour et bienvenue dans Cap ou pas Cap, le podcast qui raconte les histoires de celles et ceux qui osent. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui ose, un homme qui a eu 1000 vies, il s'agit de Pierre Thomas. À 16 ans, il quitte le lycée pour se lancer à la radio locale. Plus tard, il deviendra DJ et il va devenir meilleur DJ de France en 1989. Il ne s'arrêtera pas là, il rachète des clubs au Luxembourg, en France, en Suisse et il lance un magazine, le Nightlife, où il va côtoyer des stars dont David Guetta et Bob Sinclair. Et alors qu'on le pensait devenu le roi de la nuit, plus tard il va opérer un tournant à 180 degrés pour se lancer dans l'immobilier de luxe à Miami. Et par la suite, il va développer d'autres projets sur Marbella, Ibiza. Enfin voilà, un podcast incroyable. C'est parti avec Pierre Thomas. Salut Pierre. Salut David. Je suis très content de te recevoir dans ce podcast Cap ou pas Cap, parce que s'il y a bien quelqu'un que je voulais recevoir ici, c'est toi, parce qu'on peut dire que tu as été cap tout au long de ta vie. Alors tu as eu de nombreuses vies. On peut dire que tu as eu 1000 vies. J'en ai eu quelques-unes, peut-être pas 1000, mais quelques-unes on va dire. Ben quand même, organisateur, animateur radio, DJ, propriétaire de club, éditeur, producteur de spectacles et manager d'artistes, investisseur et promoteur immobilier de luxe. Rien que ça, j'ai envie de dire. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bon, on va dire que je suis un entrepreneur autodidacte qui a plutôt eu l'habitude d'être aligné et de suivre des envies ou des passions que j'avais. Tu te considères comme quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui a toujours osé faire des choses ? Ouais, je pense que j'ai un caractère assez déterminé. Je pense que c'est surtout le sport qui m'a aidé à être focus et puis à apprendre à perdre, tout simplement. Quand tu commences à faire du sport très jeune, on t'apprend à t'entraîner, de devenir meilleur et puis de pas lâcher en fait ton objectif. Tu viens de Metz. Quel genre de gamin tu étais parce que tu avais déjà un micro avant la scène, parce que tu as démarré la radio à 16 ans, mais avant ça, tu as fait de la musique, ce que j'ai lu. Ouais, moi j'étais plutôt un gamin hyperactif, donc mes parents avaient réglé le problème en me faisant faire beaucoup de sport, donc tous les jours quasiment j'avais un entraînement. Le week-end c'était des compétitions, je faisais du tennis, du handball, du judo, donc pour canaliser un petit peu, on va dire, l'énergie, et puis la musique, parce que mes parents avaient cette ouverture d'esprit, où ils m'ont fait rapidement apprendre le solfège, et puis après j'étais au conservatoire. J'ai joué dans un orchestre symphonique assez jeune, en fait, à l'âge de 12-13 ans. Et finalement, tout ça a contribué à m'intéresser à l'artistique. Mon père aimait beaucoup tout ce qui était art en général, nous a emmenés au théâtre, nous a fait partager de la musique classique qu'il écoutait, nous a aussi fait écouter du blues, du jazz. Donc pour un gamin, je trouve que c'est très enrichissant, et puis ça m'a ouvert l'esprit, et puis j'avais envie d'aller plutôt vers l'artistique assez jeune finalement. Ouais, d'ailleurs justement tu dis assez jeune, à 16 ans tu lâches le lycée pour faire de la radio. Donc c'est plutôt pas banal. Donc, comment tu fais vis-à-vis de tes parents pour dire à 16 ans Alors au départ, l'histoire, c'est que j'écoute la radio toujours assez tard le soir quand même, en me disant j'ai envie de faire ça. Et depuis l'âge de 13-14 ans, j'écoute des gens comme Georges Lang, comme Yann Egan à l'époque, André Torrent, enfin des gens qui aujourd'hui ont plus ou moins disparu des antennes, sauf Georges d'ailleurs qui fête ses 50 ans de radio là cette année. Mais voilà, j'écoute ces gens-là en me disant voilà, j'aimerais bien faire ça, sauf qu'il n'y a pas de possibilité de faire ça, il n'y a pas de radio. Il n'y a que les radios parisiennes et on va dire les radios de capitale internationale. Moi je suis à Metz, il se passe pas grand-chose, et puis tout d'un coup il y a l'élection de François Mitterrand
en 1981 et qui a la bonne idée d'autoriser les radios FM. Donc ça commence comme ça et puis on commence à voir tout un tas de radios autour de chez nous, Amnéville, Metz, etc. Et là finalement ça a été la grande chance pour moi puisque je voulais faire ça et puis on pouvait démarrer en n'étant pas spécialement bon puisque tout le monde démarrait à ce moment-là et ils recrutaient à tour de bras. Alors c'était plutôt au départ des animateurs bénévoles. Donc moi j'étais encore mineur effectivement et donc j'étais souvent tous les jours, après les cours, je montais à la radio, puisque mes parents habitaient entre Metz et Thionville. Je montais à Amnéville, qui était le centre de loisirs à l'époque où tout le monde allait patiner, allait à la piscine, etc. Et ils avaient eu la bonne idée de monter une radio. Et j'ai commencé à aller voir les animateurs en leur disant voilà, je voudrais faire ça. Et à un moment donné, j'étais un peu insistant, on va dire. Et le maire de la ville me ramène chez mes parents en disant écoutez, Pierre, il a des capacités, il faudrait peut-être qu'il fasse des études et puis il reviendra nous voir quand il sera un peu plus adulte, on va dire. Et puis j'ai un peu forcé les choses, j'y suis retourné. Et puis quand il m'a vu là, il a accepté de me donner la chance. Il a pris le directeur de la radio par la main. Il m'a dit je crois que le jeune là il a vraiment envie de faire ça, ce serait peut-être bien de lui ouvrir la porte. Et en fait ça a démarré comme ça. Je fais une parenthèse de 15 secondes pour vous parler de Z6 Consulting, notre sponsor du jour. Z6 Consulting est un bureau comptable, administratif et payroll établi au Grand-Duché de Luxembourg. Donc si vous avez une entreprise ou que vous souhaitez développer une entreprise sur le marché luxembourgeois, n'hésitez pas à faire appel à leur service. Vous pouvez aller consulter leur site internet, on vous met le lien en description, z6consulting.net. Maintenant, retour au podcast. Donc 16 ans, tu fais de la radio, donc RMT Amnéville, c'est ça. Et puis tu pars sur RTL, Fun Radio, Énergie, donc ça c'est à Paris. Non, c'est d'abord en région. Alors, en fait, comment ça s'est passé? C'est d'abord Amnéville, évidemment, puisque c'est la radio qui est à 3 km de chez mes parents. Et puis rapidement, je me dis, si je fais de la radio, ce serait peut-être bien d'essayer de faire un peu de télé, puisque il y avait une télé locale qui était RTL. Pareil, on avait une grande chance en Lorraine, c'est qu'on recevait finalement une 4e chaîne qui était pas loin. Donc, je réussis, pareil, en insistant un petit peu, à me retrouver, finalement recruté par celui que j'écoutais, qui est Georges Lang à l'époque, qui me dit, écoute, à la radio ça va pas le faire parce que t'as plutôt une connotation DJ, une voix médium, nous on est plutôt des rockers, mais viens peut-être dans l'équipe de la télévision. Ils faisaient à l'époque une émission qui s'appelle Happy Birthday. Il me présente à son assistant qui était Oscar en disant regarde voir ce que tu peux faire avec Pierre. Et puis ça commence comme ça où on fait des sketchs dans son émission Happy Birthday où le concept c'était on tirait des cartes postales au sort et il appelait en fait les téléspectateurs en direct et il leur offrait un clip pour leur anniversaire. Donc ça démarre comme ça en fait. Et puis alors après la radio en province, une fois que t'es installé sur une radio comme Amnéville, tu cherches à faire un petit peu mieux. Donc c'est là que je suis parti dans le réseau Fun qui était à Nancy à l'époque où j'ai retrouvé des gens qui font encore ce métier aujourd'hui comme Jérôme Anthony par exemple, qui avait lui 17 ans, moi j'avais 19 ans, je me retrouve à l'antenne de Fun et Fun devient, Énergie en fait au départ, et Énergie devient Fun Radio. Ça a été la création du réseau et c'est comme ça que ça a démarré en province. Ensuite j'ai rejoint le Républicain Lorrain qui était à Metz, qui avait sa radio et puis rapidement le groupe Énergie m'a recruté au départ en région et puis après j'ai rejoint l'équipe parisienne puisque en règle générale ils allaient chercher leurs animateurs de Paris sur les gens qui avaient fait leurs preuves en région, donc ils te donnaient ta chance en région, puis si tu travaillais un peu plus que la moyenne et que tu montrais que t'avais vraiment envie de faire ça, souvent on t'ouvrait une porte où fallait provoquer l'ouverture de la porte, on va dire. Provoquer, ça tu veux dire que tu as été suffisamment dossier. Ça fait partie de mon caractère, ça. Ouais, c'est vrai. Mais t'as quel âge à ce moment-là quand tu pars sur Fun? Quand je pars sur Fun, j'ai 19 ans en région, mais tout cela, je l'ai résumé, c'est 12 ans quand même de radio que je fais au départ, et je finis à l'antenne d'énergie quand j'ai 28-29 ans, à Paris, sur l'antenne nationale, où à l'époque on était 2e radio de France après RTL. C'est toujours les audiences, les résultats d'audience dans les radios, c'est toujours... tu dépends de ça, c'est-à-dire qu'on peut te sortir du jour au lendemain si tu remplis pas ton audience quelque part. Tu parlais de tes études, donc le directeur avait dit on arrête, il viendra quand il aura fini ses études. Ça a donné quoi au niveau des études? J'ai dû lâcher, puisque évidemment quand on te propose un contrat à plein temps, j'avais 16 ans et demi, on dit on est ok pour te donner ta chance, on te signe un contrat plein temps. Donc j'ai lâché moi l'année du bac finalement, donc j'ai même pas eu de diplôme à ce moment-là. Je suis parti vraiment à l'aventure avec vraiment des peurs, surtout au niveau de mes parents.
Oui, poser la question. Qui ont accueilli le truc un petit peu bizarrement au départ, mais ils ont été quand même, ils ont eu, on va dire, l'intelligence de me laisser faire. C'est-à-dire qu'en fait, mon père m'a dit, bon, tu veux vraiment faire ça? Moi, je te voyais plutôt faire des études, etc. Mais si tu veux faire ça, fais-le bien. Et donc, quelque part, le fait qu'il m'ait validé mon idée et puis qu'il me laisse le faire, je me sentais libéré. Ouais. Et puis je me suis donné à fond parce qu'en règle générale, je fais pas les choses à moitié. Quand je décide de faire quelque chose, j'essaie de les faire bien. Et c'est parti en fait comme ça, très très jeune. Mais sacrée ouverture d'esprit pour l'époque de tes parents, ton père. Ouais, je pense qu'ils avaient déjà une ouverture d'esprit un petit peu différente. Ils voyageaient déjà beaucoup. Aussi à l'époque, ça se voyait pas trop. Mes parents sont partis aux États-Unis. Mes parents sont partis en faisant des trips. Tu voyais pas forcément, alors qu'ils étaient cadres moyens. Hein, normal. Mon père était expert comptable dans une petite entreprise en Lorraine de la sidérurgie. Ma mère était secrétaire de direction à la banque, donc cadre moyen, mais on va dire qu'ils avaient toujours envie de vivre des choses à côté de leur travail et de se faire plaisir. Et je pense qu'ils m'ont un peu aussi transmis ça dans ma vie aujourd'hui. Ça transpire, ça aide pour la confiance en soi. C'est un sujet que j'aime bien. Ça doit aider énormément d'avoir des parents qui valident tout ça. Alors, oui. Mais d'un autre côté, j'étais très timide à l'époque. Moi, c'est la radio et puis après les clubs qui m'ont soigné en fait par rapport à ça, parce que j'étais plutôt introverti. Donc démarrer par la radio, c'était très bien parce que finalement, tu t'adresses à des milliers de personnes, mais tu les vois pas et t'es dans ton studio tranquille. Donc ça m'a appris déjà à m'exprimer. Ça a conforté un petit peu cette confiance en soi dont tu as besoin pour faire ça. Et petit à petit, j'ai beaucoup travaillé parce que j'aimais ça et j'avais pas l'impression de travailler en fait en réalité. Parce que comme j'étais dans un truc passion, moi je travaillais beaucoup plus que les autres, mais parce que j'avais pas l'impression en fait d'être au travail. Ça, je pense que c'est aussi quelque part une chance que j'ai eue, c'est d'avoir toujours été aligné avec ce que j'avais envie de faire. De toujours te lever le matin et d'être passionné. Ouais, je me disais pas mince, faut aller bosser. Ça n'a jamais existé pendant toute ma vie. Donc ça c'est quand même génial. C'est-à-dire que tu te lèves sans contrainte en disant je suis très content d'y aller. Et puis surtout je faisais des heures beaucoup plus que la moyenne parce que j'avais ce côté j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apprendre. Je donne le maximum pour y arriver. C'est génial. Donc ça t'a énormément forgé cette période-là pour l'homme que tu es aujourd'hui. Ouais, je pense. On va dire même encore avant toute la partie sportive, quand tu fais des compétitions, la partie musicale pour le côté créativité, ça t'amène à chaque fois, je dirais, tout ce que mes parents finalement m'ont fait, je me rendais pas compte en fait au départ. Mais quand tu commences à avoir plus de 25 ans, 30 ans, tu te rends compte que finalement c'est des bases très saines et solides qu'on t'a données et qui te permettent d'avancer peut-être pas plus vite que la moyenne, mais en tout cas avec une ouverture d'esprit différente. Et t'as des anecdotes de l'époque, des super interviews que t'aurais pu faire de gens incroyables? Alors, j'ai lu que t'en avais fait quand même pas mal. Moi, j'ai eu surtout la chance qu'on me mette en face de moi. Alors, ma première interview, par exemple, à 16 ans et demi, c'est Philippe Bouvard. Donc, qui est pour moi le monstre des grosses têtes. Ouais. Et je me retrouve en face de lui. T'as 16 ans et demi. Ouais, au départ, je veux y aller comme ça. Et mon père me dit, attends. Là, ça se rend pas compte avec qui tu vas parler. Hein. Donc, on va préparer ça ensemble. Et je me souviens qu'on avait préparé cette première interview ensemble. Donc, et puis, avec cette capacité qu'il avait, cette répartie. Mais je me suis retrouvé rapidement en face de gens comme Patrick Bruel, Jean-Jacques Goldman même, qui a été une de mes plus belles rencontres très jeune, parce que je me suis rendu compte que malgré le succès, c'était quelqu'un d'extrêmement humble, simple, musicien en fait, quelque part artiste, et qui dégageait ça, parce que beaucoup de gens ont relayé ça après, mais dès le départ, il était comme ça en fait. Finalement, il avait encore son magasin de sport à l'époque, et il faisait de la musique à côté. Donc la première fois que je l'interviewe, je crois que j'ai 18 ou 19 ans, et il vient en concert à Solgne, juste à côté de Metz, pour une espèce de fête populaire. Donc quand on raconte ça aujourd'hui, c'est drôle, parce que tu te rends compte du chemin parcouru. Ou par exemple, une autre anecdote, un jour, il y a Sony Music qui nous appelle à Amnéville. On avait un studio public qui se trouvait entre la piscine et la patinoire, et nous dit on vient de signer une jeune artiste, elle a 16 ans, faut absolument qu'on vous l'emmène, etc. Et c'était Céline Dion. En fait, on se rendait pas compte, à l'époque, mais de la chance qu'on a eue à côtoyer des gens même comme Florent Pagny, etc., qui étaient au début de leur carrière,
Et pour nous, c'était normal, entre guillemets, de les accueillir. C'était un nouvel artiste qui venait d'être signé, sans savoir ce qui allait se passer, en fait, par la suite. Donc, j'estime que j'ai une grande chance et que finalement, la vie m'a mis sur la route des gens incroyables avec qui j'ai pu partager des moments. Et pour moi, c'était riche, quoi. Voilà. Et puis, quand j'ai vu leur évolution, après, c'était juste incroyable. Ça doit faire quelque chose de savoir que tu as interviewé ces gens-là, que tu les as vus évoluer et que tu étais les premiers à les interviewer finalement. Ça fait plaisir surtout. Et puis tu te dis que finalement tu as eu de la chance très jeune dans ta vie parce que on s'imaginait pas non plus le parcours qu'ils allaient faire. Quand on voit Céline Dion qui arrive à 16 ans, elle chantait d'amour et d'amitié, elle avait un seul disque finalement, et tu t'imagines pas du tout ce qu'elle va devenir dans le temps en fait. Mais tu sentais déjà dans les gens que j'ai cités leur détermination, leur passion, leur envie de réussir finalement. Et c'est inspirant pour quand tu te retrouves en face de gens comme ça, tu en retires le meilleur. Ouais. Qu'est-ce que les stars ont de particulier quand tu les interviews? C'est impressionnant d'interviewer, mais au final, tu dis que ce sont des gens, certains sont humbles et simples. Alors déjà, à l'époque, ils n'étaient pas des stars. Et puis, pour nous, c'était naturel de recevoir des artistes, puisque c'était notre vocation en tant que média, de les recevoir, des interviews, etc. Donc moi, quand je commence, j'ai pas l'impression... entre guillemets, de recevoir des gens incroyables parce que pour nous, c'est notre métier en fait. Et je tombe vite dedans à l'âge de 16 ans. Donc à 19, 20 ans, on a reçu Mylène Farmer par exemple à Fun Radio. Elle avait un seul titre qui était Maman à tort. Elle démarrait avec ça. Elle était toute timide. Jamais tu pensais qu'elle ferait une carrière comme ça. Par contre, souvent, le point commun, c'était quand même un caractère spécial, une détermination particulière, des gens qui avaient quand même au fond d'eux envie de réussir fortement et qui lâchaient rien en fait. Et tu retrouvais beaucoup de choses qu'on retrouve dans des sportifs, comme j'ai dit tout à l'heure, ou dans d'autres domaines où tu vois que les gens qui restent focus et qui ont cette capacité à vraiment bosser dans leur plaisir, ça mène souvent au succès. Mais tous ces gens-là, on parle d'humilité, mais il y a aussi l'ego. L'ego, j'en parle souvent. L'ego, c'est quelque chose qui drive. Tu ressens leur ego, pas un ego de vantardisme, un ego de la niaque, cette envie d'y aller, cette envie de donner beaucoup plus. Tu le ressentais vraiment fort? Ouais, sur ces gens-là, oui, avec quand même une certaine humilité. Par exemple, dans le cas de Jean-Jacques Goldman, tu te rendais compte, le gars était hyper accessible, très gentil, et pourtant déterminé à réussir, quoi. Donc l'ego sous la bonne forme, en fait. Ouais, c'est celui qui te drive, c'est celui-là. Ouais. Souvent, tu voyais que c'était des personnalités à part, avec forcément du talent, mais que tu soupçonnais pas forcément au départ des carrières. Et puis, il y a toujours un facteur de réussite. Moi, je pense qu'il y a 95% de travail, et puis tu as quand même ces 5% de réussite que certains n'ont pas, alors qu'ils ont des fois le talent. Donc finalement, c'est une route qui est peut-être déjà tracée, et on ne sait pas. Justement, en parlant de tracer ta route, tu switches sur la carrière de DJ après. Donc après tout ton passage en radio. Alors c'est pas après. En fait, ce qui se passe, c'est que comme je suis plutôt quelqu'un d'hyperactif, ma première radio, en fait, qui était à Amnéville, diffusait une discothèque tous les soirs qui était ouverte, qui était juste au-dessus de la radio. Ah ouais. Et en fait, une fois que je t'ai dit ça, forcément, j'allais voir au-dessus, et puis j'allais expliquer aux gars qui étaient aux platines que ce serait sympa qu'ils m'apprennent, parce que quand ils prendraient des congés, ça m'intéresserait de faire ça aussi. Donc ça a commencé comme ça. Et donc il m'a mis à l'étrier quand j'étais mineur, parce qu'à l'époque mes parents me signaient des autorisations de travail, puisque normalement je n'étais pas censé avoir l'autorisation de travailler la nuit, et donc ils me signaient des autorisations pour que je puisse aller les remplacer. Donc ça a commencé comme ça. Puis rapidement, quand tu passais à la radio, les gens t'appelaient et disaient ce serait sympa en tant qu'animateur de radio que vous veniez animer une soirée. Et donc la plupart des clubs de la région ont commencé à m'appeler et me faire des bookings sans qu'à l'époque on sache que c'est un booking, puisqu'on faisait simplement venir l'animateur de la radio pour finalement essayer d'avoir plus de monde dans son établissement. Donc ça a commencé comme ça, et puis rapidement j'ai fait des soirées, et puis ça m'a amené à être occupé quasiment tous les week-ends. Et après je suis devenu résident d'un club, et ça a démarré comme ça en fait. Et là tu as quel âge maintenant? Non, à l'époque. Quand je commence, j'ai 17 ans.
puisque mes parents me font des petits mots. Et puis je reste DJ quasiment jusqu'à 28-29 ans. En fait, j'arrête cette partie-là quasiment en même temps que la radio. Donc tu es animateur radio d'un côté. Voilà, la semaine. Le week-end, je suis en club, je fais mon métier de DJ, je fais des championnats. Et puis je fais un petit peu d'autres choses. Quand tu fais de la radio, t'as l'avantage en l'occurrence, je faisais souvent soit le morning, c'est-à-dire l'émission du matin de 6h à 10h, soit le drive qui est en général de 17h à 20h. Donc ça te laisse quand même du temps, même si t'as un petit peu de temps pour préparer ton émission du lendemain. En général, après le morning, tu travailles un peu sur l'émission du lendemain, mais après, ça te laisse tout l'après-midi en général. Donc l'après-midi, je me retrouvais soit à RTL en train de faire le pitre à l'antenne dans l'émission Georges, soit je me retrouvais des animations, des choses à côté qui me donnaient aussi des compléments de revenus. Donc en fait, finalement, moi, très jeune, à l'âge de 19-20 ans, j'avais déjà 3-4 jobs parce que ça me permettait d'avancer aussi plus vite. Et puis, c'est ce qui m'a permis aussi d'investir par la suite. T'es employé à ce moment-là ou t'es déjà indépendant? Non, je suis déjà indépendant. J'ai monté mon affaire pour facturer, en fait, à l'âge de 18 ans. Et en fait, je facture mes prestations. Et en dehors d'énergie à Paris, où le modèle ne fonctionnait pas, ils m'ont réemployé à ce moment-là. Mais sinon, j'ai souvent facturé mes prestations et ça m'a permis de rester indépendant. Et puis de gagner un petit peu plus aussi, parce que finalement, quand tu factures, on tolère le fait que tu prennes une marge un petit peu supplémentaire. J'essaie juste de comprendre, parce que tu es animateur radio le morning, DJ le soir. Le week-end. Le week-end. Jamais la semaine. T'as de la place pour dormir quand même. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui fume pas, qui boit pas. J'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie, pour la petite histoire. T'as jamais? Non. Donc c'est marrant pour quelqu'un après qui a été propriétaire de club. Ouais. Donc, mais en fait, finalement, je suis dans la nuit pour le côté artistique, pour le côté communication, événement artistique, mais pas pour le côté exploitation. Ça m'intéresse même à la limite pas. T'as dû en rencontrer des gens sous, alors que toi t'es complètement sobre. Ah oui, souvent après 2h du matin, ça devient compliqué. T'as des gens qui te répètent tout le temps la même chose, qui comprennent que, il y a quelques anecdotes quelquefois, mais si tu veux, moi n'étant pas arrivé par l'exploitation, on va dire, et puis ne buvant pas d'alcool, si tu veux, je suis vraiment là pour le côté festif, événementiel, communication, voilà. Des anecdotes, t'en as, tu peux en raconter, ou des choses de cette époque-là? J'en ai pas particulièrement en tête maintenant, mais il y en a plein, des rencontres, des gens que, en fait, quand tu passes des soirées avec des gens dans un univers différent, qui est la nuit, finalement, tu crées des liens qui sont différents. C'est-à-dire, quand tu as passé une ou deux soirées, on avait notre, par exemple, bien plus tard, on verra dans l'itinéraire, mais j'ai eu des établissements un peu centraux de centre-ville. On accueillait des ministres. Notre futur Premier ministre sortait chez nous à Luxembourg 2 fois par semaine. Donc forcément, quand tu côtoies des gens dans cet univers-là, t'as pas le même rapport que les gens qui le connaissent pas ou qui le côtoient juste dans des univers officiels, on va dire. On va dire que t'as un rapprochement qui se fait naturellement. C'est un truc de fou quand même. Bon, on va y revenir après sur l'histoire des clubs, mais donc t'es DJ, mais alors t'es pas n'importe quel DJ, parce que du gars qui apprend au platine l'étage supérieur, tu deviens quand même vice-champion de France des DJ en 88. Ouais. C'est ça. Et meilleur DJ en 89. Oui, donc vainqueur du trophée du meilleur DJ français, donc ça c'est 89. Avant, il y a eu des championnats que j'ai commencé à faire, donc tu étais noté à l'époque sur tout un tas de choses comme la sélection musicale, les enchaînements, l'ambiance, etc. Et c'était l'époque des DJ animateurs aussi. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus programmateur, mais à l'époque, tu avais ce côté DJ animateur, et donc tu étais noté sur tout un tas de choses, et on était 1200 à l'époque à faire les championnats. C'est énorme aujourd'hui quand tu dis ça. Il y a d'ailleurs plus d'organisation. Donc tu avais d'un côté le DMC qui était la partie technique, et puis la partie normale, on va dire généraliste. C'était une grosse organisation en fait qui représentait à peu près 1800 DJ au départ, 1200 qui faisaient le concours, et tu gravissais comme un petit peu dans la coupe de football, on va dire, tes sélections, tes huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, finale régionale, puis après t'accédais à la finale nationale. Donc j'en avais fait quelques-unes, puis à l'époque t'avais des gens qui sont devenus connus par la suite, qui faisaient, que ça soit dans le DMC, la
partie technique ou la partie généraliste. T'as vu des gens qui ont émergé après, quoi. Dans le DMC, t'avais notamment les gens d'Alliance Ethnique. Puis ça m'a permis de faire plein de rencontres, en fait, aussi. Et de tisser le début du réseau qui m'a servi après, par la suite, quand j'ai monté ma boîte de management d'artistes, où je me suis beaucoup appuyé sur les gens que j'avais rencontrés pour essayer de placer les artistes qu'on me confiait. Meilleur DJ de France, ouais. C'est quand même pas rien. Quand tu fais de ça, quand tu as ce prix-là, ça doit que c'est un prix, c'est plus qu'honorifique, c'est un truc. C'est une porte aussi qui t'ouvre des tournées pour des marques, des présentations de soirées ou d'événements incroyables qu'on te confie parce que voilà, t'es le vainqueur, donc il y a quelque part un titre qui t'ouvre un certain nombre de portes, puis c'est à toi de les exploiter au mieux pour avancer encore et faire des choses plus sympas, quoi. Mais faut pas se dire voilà, je suis champion du monde, puis je m'endors. Et je suis content de moi, tu vois. Je pense que c'est plus des signaux où finalement on te dit voilà, on te récompense pour un travail que t'as fait. À toi de maintenant t'en servir pour avancer, quoi. Et t'en as fait quoi alors justement, t'en servir? Qu'est-ce que tu deviens après ça? En fait, je fais des tournées, je monte une agence aussi de management d'artistes, de communication par l'événementiel dans cet univers de nuit. Je monte un magazine aussi très rapidement, Nightlife en France, qu'on étend après à Luxembourg, en Belgique, en Suisse. Que j'ai édité pendant 17 ans. Donc je fais plein de choses autour. Et puis pourquoi on a monté le magazine à l'époque? Parce que on avait une agence qui avait signé des artistes que je rencontrais à la radio. Donc tu vois que quelque part tout était un peu lié. C'est-à-dire que les gens qu'on rencontrait à la radio quand on faisait des interviews, quand c'était pas des gros artistes, quand c'était notamment des artistes de dance music, on leur proposait de les faire tourner. Et on avait créé un petit peu notre écosystème avec le magazine, avec de la communication qu'on faisait. Puis c'était le début des ères d'Internet à ce moment-là. Donc on avait commencé aussi à faire un portail Internet. Enfin, on déclinait un peu tout un tas de choses pour finalement utiliser la nuit comme média. Alors soit les marques qui organisaient des tournées nous utilisaient en tant qu'agence de création, soit on nous donnait des artistes. Et là j'ai fait aussi des rencontres assez incroyables. Par exemple j'ai rencontré Henri Bellolo, qui était le patron à l'époque de Scorpio Music, et qui nous dit à un moment donné, bon les gars, parce qu'on était 2 associés dans cette agence événementielle, moi je vous aime bien, bon ok, vous avez pas trop d'expérience, mais bon, je vais vous filer quand même quelques-uns de mes artistes et puis vous allez les faire tourner. Et on se retrouve à faire tourner, par exemple, la petite italienne de Gala, Freed from Desire, qui est devenue un hymne incroyable, même encore 30 ans plus tard. Et nous donne le management de cet artiste en nous disant, bah voilà, faites la tournée, je vous donne l'exclusivité pour l'Europe. C'est quand même des échanges incroyables. Et puis forcément, ça en a amené d'autres. Parce que quand tu commences à gérer ce type d'artiste, bah, tu as les autres maisons de disques qui disent, bon, Pierre, c'est sympa, mais est-ce que toi, tu peux aussi nous t'occuper de tel artiste, etc. Puis on a récupéré comme ça un catalogue. Et puis on s'est intéressé très vite aussi, comme moi je venais de la partie DJ, à faire tourner des DJ, ce qui à l'époque n'existait pas. C'est-à-dire que notre premier DJ qu'on fait tourner, c'est Corti. Et pourquoi ? Parce qu'il est chez Ardisson tous les samedis soirs à la télévision et que les gens le connaissent. Donc c'est déjà quasiment quelqu'un de médiatique. Et on le fait tourner. Et après, ben, on a d'autres qui arrivent et qui, à l'époque, n'étaient même pas connus. C'est toi qui as fait le premier booking de David Guetta? Alors à Luxembourg. À Luxembourg, pardon. Oui. Ouais, à Luxembourg. Donc David, je le connaissais bien avant. Je connaissais des bains à Paris. Et puis on se croise forcément, puisque quand tu édites un magazine qui s'appelle Nightlife, forcément à un moment donné, tu vas couvrir des soirées au bain. Tu vas couvrir d'ailleurs des soirées assez incroyables. Avec Nightlife, je t'en parlerai après. Mais donc, on le rencontre bien avant qu'il soit connu, finalement, David. Et puis, il fait sa rencontre avec Joachim Garraud, à l'époque. Il commence à faire des premières compositions. Et puis, on choisit aussi de le mettre à la une du premier magazine qu'on sort en kiosque. Parce qu'au départ, Nightlife était une version que professionnelle. Puis finalement, en France, on décide de la distribuer dans des lieux tendance et de vendre le magazine en kiosque. Et donc, on se dit, bon, il faut qu'on réfléchisse à qui est-ce qu'on va mettre en couverture, et on met David à l'époque où il n'est pas très connu, en fait. Donc, ça crée aussi une sympathie. On va dire, c'est pas un de mes amis proches, mais c'est quelqu'un qui me reçoit toujours encore aujourd'hui. La dernière fois qu'il est venu au Francofolie à Esch-sur-Alzette, je pense que j'étais le seul qui était en backstage. Les gens se demandaient un peu ce que je foutais là, mais ça fait juste 35 ans qu'on se connaît. Donc, si tu veux, il est resté assez accessible. Et puis ça a toujours été quelqu'un de sympa et positif. Donc voilà. Donc ça, c'est une des anecdotes. Mais c'est vrai qu'on a fait son premier booking à Luxembourg. Et on a fait aussi sa première date en salle à Luxembourg, où à l'époque, on l'a produit à la Rocale. Donc, qui venait d'ouvrir, d'ailleurs. Je me souviens de l'époque. Ouais. David Guetta.
Donc tu es ami avec David Guetta, c'est quand même pas rien, enfin de l'époque. C'est une relation qui s'est faite en fait à travers le temps, par tout, que ce soit les bookings, le magazine. On couvrait aussi beaucoup de ces événements. Quand ils faisaient des soirées au tout début à Ibiza, on envoyait des journalistes, on couvrait ces événements-là. J'ai encore plein d'autres anecdotes comme ça par le magazine. À un moment donné aussi, on parlait de Bob Sinclair là tout à l'heure. Chris, en fait, qui s'appelle Christophe Le Friand en réalité. Sinclair, ouais. Et Chris, en fait, je le croise sur ma route quand il a 16 ans. Moi, j'en ai 19. On a 3 ans d'écart. Et si tu veux, on était les 100 premiers DJ français. On faisait chaque semaine. À l'époque, tu n'avais pas la reconnaissance vocale de Shazam ou que tu as aujourd'hui. On envoyait des cassettes dans un organisme qui s'appelait le Top Dance. Et en fait, les gens écoutaient manuellement nos cassettes et puis ils retranscrivaient ce que chacun des 100 DJ français jouait comme musique pour en faire le classement officiel qui était diffusé à l'époque sur Europe 1. Et donc un jour je me dis j'envoie toutes les cassettes chaque semaine, je vais quand même aller voir qui sont derrière et qui est-ce qui écoute quoi. Et je me retrouve à Colombes, c'est une petite villa comme ça à côté de Paris, où il y a plein de jeunes qui écoutent les cassettes et qui relèvent les trucs. Et parmi eux il y avait Chris, donc qui avait 16 ans. Et cette culture incroyable musicale qu'il a, je pense qu'il a écouté tellement de musique quand il était très jeune que finalement, il s'est inspiré de beaucoup de choses des années 80, 90 qu'il a écouté au travers, tu vois, ce type d'expérience. Quoi. Donc il a 16 ans, lui, il est aussi à fond dans la musique, et déjà actif. Lui, il écoute, il est bénévole là-bas. Hein. Ouais. Il vient relever, il le paye à la pige, je crois, ou un truc comme ça. C'est plein de petits jeunes qui venaient écouter et puis reconstituer en fait tout ce que les gens avaient joué pour en faire un classement officiel. Donc c'est comme ça qu'on se rencontre par hasard. Et puis après, bien plus tard, on fait pas mal de choses ensemble aussi. C'est un truc incroyable. Tu as des anecdotes par rapport à cette période-là, un truc, quelque chose un peu croustillant En fait, c'est surtout les rencontres que tu fais avec des gens qu'on te met sur ta route, comme j'ai cité tout à l'heure. Je pense que quand tu as le plaisir d'avoir des gens en interview, même de niveau international, quand on était à Énergie, on voyait dans les studios des gens comme Phil Collins, Madonna arriver. Pour moi, c'était juste extraordinaire. Alors là, sur le volet international, c'était plus Eric Jean-Jean, qui est un de mes copains et qui maintenant est sur RTL, qui avait ce côté interview international, parce que moi je maîtrisais pas bien l'anglais, et qui s'occupait d'interviewer. Mais on se retrouvait quand même face à des monstres que j'avais écoutés moi dans ma chambre quand j'étais adolescent, et tu te disais waouh. Ou un jour, par exemple, si tu veux une anecdote, Énergie produisait chaque année, je crois qu'ils le font encore d'ailleurs, les Energy Music Awards à Cannes. Et puis par hasard, on se retrouve dans l'événement où on nous amène, et on nous amène avec un peu de retard. Et normalement, les gens qui arrivent en dernier, c'est que les stars en fait. Hein. Et on se retrouve balancé avec une des voitures officielles, et on monte au milieu de Britney Spears à l'époque et Madonna. Donc ça, si tu veux, ça peut t'arriver qu'une fois dans ta vie, mais tu te dis waouh, c'est quand même sympa quoi. T'as des photos au moins de ça? Alors oui, il y a des vidéos de ça. Quel souvenir, c'est un truc incroyable. Et vidéo, et pour la petite histoire, c'était retransmis sur TF1 à l'époque, et c'est ma mère qui me fait la réflexion, qui me dit mais je t'ai vu monter les marches. C'est bien toi? T'es monté les marches avec Madonna et Britney Spears. Entre les deux en fait. Ouais. On était rentrés avec du retard en fait, hein, et par hasard, donc ça correspondait à les voitures qui arrivent, mais c'était vraiment une coïncidence, hein, parce que normalement on aurait dû arriver une demi-heure plus tôt. Donc voilà, ça fait partie de la vie. On dit que tu as eu 1000 vies justement. Regarde, enfant, donc tu fais du sport, de la musique, animateur radio, DJ, magazine Nightlife, et puis maintenant on va passer sur la partie patron de boîte de nuit. Donc ça, c'est arrivé un peu sur la carte par hasard. Pourquoi ? Parce que je voyais pas la carrière de DJ évoluer plus qu'après 30 ans en fait. Dans ma vision de l'époque, parce qu'on m'avait tellement. Te dira peut-être le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, ils nous ont tous démontré le contraire. Mais à l'époque, si tu veux, il n'y avait pas encore cette notion de production de musique, et surtout l'intelligence qu'ils ont eue, ces deux-là, que ce soit Bob Sinclair ou David, c'est finalement de remplacer par leur nom le nom du chanteur à l'époque. Parce que jusqu'à leur arrivée, c'était surtout le chanteur qui était mis en avant sur la pochette, et le producteur, on le voyait sur le dos de la pochette et on le voyait pas. Et finalement, ils remplacent, en fait, d'un point de vue marketing, leur nom sur les pochettes, et ils commencent finalement à avoir une médiatisation qu'on n'avait pas vu venir, en fait.
nous qui avions arrêté 3 ans avant, quoi. Donc nous, on produisait déjà à l'époque quelques titres musicales. Il y en a certains même qui étaient sortis chez Scorpio, puisqu'on avait des bonnes relations avec la maison de disques. Mais on n'avait pas du tout anticipé ce qui allait se passer. Donc en fait, comment ça arrive, le fait que je passe de l'autre côté de la barrière, on va dire, pour être plus dans le business que dans l'artistique, c'est parce que je me dis, à un moment donné, tu vas pas pouvoir faire ça toute ta vie. J'avais déjà 12 ans dans cet univers, j'avais commencé à 17 ans, j'avais 29 ans, et je me dis là, c'est peut-être le moment d'acheter des lieux, en fait. Donc j'ai commencé dans l'Est de la France, où j'ai acheté 1, puis 2, puis 3 lieux, etc. Des lieux, des bars. Des clubs, en fait, des clubs, dont certains, d'ailleurs, à la barre du tribunal de commerce. Je me souviens quand on a acheté Strasbourg, on a été la récupérer à la barre du tribunal de commerce de Paris, en se disant, voilà, on fait une offre. C'était une boîte qui avait fait faillite, mais que c'était la boîte du centre-ville, qu'on a gardée après plus d'une vingtaine d'années. À Metz. À Strasbourg. Donc, ça s'appelait comment? Ça s'appelait le Rétro. Donc, alors c'était une franchise qu'on avait fait. Donc, on a ouvert. C'était un club qui était ciblé plus de 25 ans centre-ville, un peu les clubs maîtres des boîtes, on va dire. Et on était un peu à l'envers de ce qui se passait, où tu avais le phénomène qui arrivait house techno, et où moi je me suis dit, je vais faire le contre-pied, puisqu'il y a personne sur ce créneau-là, et je vais avoir une clientèle un peu plus aisée, un peu plus citadine, avec une porte un peu plus serrée. Puis on a commencé à ouvrir 1, 2, 3, on a franchisé aussi Mulhouse, on a ouvert à Dijon. Puis à un moment donné, je me suis dit, ce serait quand même bien de mettre le Luxembourg sur la carte. Mais là, je me suis dit, je vais pas y aller avec un établissement comme le Rétro. Luxembourg, ça reste quand même une capitale. Ça a une notion internationale. Faut arriver quand même avec un truc un peu plus cossu, avec une marque un peu plus forte. Et là, encore une fois, c'était une question de relation. C'était le magazine qui m'avait mis en rapport avec les gens du VIP Room, qui avaient donc Paris et Saint-Tropez, où on faisait des événements. Parce qu'au niveau du magazine, on avait décliné aussi tout un tas de choses, comme on faisait des compilations musicales, on faisait des événements. Et donc, chaque année, on faisait des événements, que ce soit pour la sortie de la compilation musicale Nightlife, on la faisait sur le VIP Room Champs-Élysées, l'événement où on invitait un petit peu tout le gratin. Et pour l'anniversaire du magazine qui avait lieu pendant l'été, en règle générale, on faisait l'après-midi à Nikki Beach et le soir au VIP Room avec des sponsors qu'on mettait sur les événements, parce que finalement, les événements du magazine, c'était simplement une façon aussi de créer des centres de profit supplémentaires. Ça, j'avais appris ça à l'époque d'Énergie. On m'a dit, bon, t'as la marque, mais en dessous, si tu peux mettre quelques centres de profit qui contribuent au chiffre d'affaires global et sur lequel tu fais du résultat, ne t'en prive pas. Donc on avait fait les compilations musicales, les événements, les tournées, etc. Et dans le cadre des événements, on faisait ces soirées au VIP Room. Donc ça m'a amené une relation à l'époque avec Jean-Roch et son frère, qui s'occupaient du développement. Et je leur ai proposé assez vite, en fait, de mettre Luxembourg sur la carte. Et on a été le premier club franchisé. On a ouvert au centre-ville en 2004. Mais là, tu es déjà un peu plus dans l'univers, on va dire, luxe, plutôt premium, quoi. Oui. Oui, là, on a vraiment la volonté de faire ce qui, à Luxembourg, manque encore aujourd'hui, finalement. C'est-à-dire un club un peu de centre-ville, très bien tenu, avec une clientèle plutôt aisée, porte serrée. C'était la version un peu de ce qu'on avait en France, mais encore en plus qualitatif, avec une image internationale. On retrouve ça à Paris beaucoup, mais ici à Luxembourg, il n'y a pas. Il y a peu. En fait, aujourd'hui, je dirais que parmi les choses qu'on voulait mettre sur la carte, à un moment donné, on a failli ouvrir, par exemple, un Bouddha Bar sur les hauteurs du centre Amilius. Ça n'a pas pu se faire, puisqu'à l'époque, on n'est pas tombé d'accord sur les conditions du bail. Mais si on avait été au bout de l'idée, je pense que ça avait vraiment sa place aujourd'hui à Luxembourg. Un restaurant-club comme le Bouddha Bar, je pense que ça avait un sens. Donc, j'ai toujours essayé de créer de la valeur et des établissements un petit peu différents à ce moment-là, jusqu'au moment où je suis parti vers une autre voie, quoi. Et dans tout ça, tu t'autofinances ou t'as des associés? Alors ça dépend. Il y a eu des associés. Il y a eu des fois où on l'a fait juste avec mon associé de l'époque dans la partie nuit. J'avais quelqu'un en France qui m'a suivi quasiment sur toutes les affaires, qui avait 7-8 ans de plus que moi, qui à l'époque m'avait fait confiance, que j'avais travaillé pour lui au départ, et j'ai organisé beaucoup de choses en termes de communication, événements pour lui. Puis à un moment donné, il m'a dit, j'aimerais bien que tu t'associes avec moi. C'est avec lui qu'on a fait les premiers clubs côté français, parce que finalement j'ai toujours eu
plusieurs activités. Comme je ne voulais pas faire de la nuit mon métier, à l'époque, j'utilisais la nuit uniquement pour le week-end, et la semaine, j'avais ma vie tout à fait normale, avec mon agence de com, mon agence d'événements, le magazine, etc. Enfin, des activités, on va dire, plus de jours traditionnels, entreprises classiques. On va dire que la nuit, c'est finalement la même chose qu'une entreprise classique, avec les dangers en plus. Donc on t'apprend à gérer la sécurité, on t'apprend à gérer tout un tas de choses que t'as pas dans une entreprise normale, on va dire. Ouais, la nuit, entreprise normale, t'as aussi une vie normale à côté. Bien sûr. Moi, j'étais papa très jeune. Ouais. J'ai eu ma première fille à 18 ans. Ça paraît inconcevable comment t'as pu gérer tout ça. Dans cette... Ça n'a pas toujours été facile, parce qu'au départ, je me suis beaucoup investi dans mon boulot, parce que j'avais justement beaucoup de travail. Donc on va dire que j'ai 4 filles. Les 2 premières, je les ai vues un peu moins, parce que j'étais vraiment dans une logique où je me construisais professionnellement. Plus jeune. Tu viens de dire que tu étais papa à 18 ans. Ouais. Ma première fille a 2 enfants déjà. Donc je suis déjà même papy de 2 petites filles qui ont aujourd'hui 5 ans et 9 ans. Ouais. Et que j'ai eu hier au téléphone d'ailleurs pour mon anniversaire, et que je vois prochainement là pour les 18 ans de ma fille, qu'on va fêter à Luxembourg dignement. Donc je trouve qu'une vie réussie, justement, c'est aussi ne pas que penser aux professionnels, et avoir du temps aussi pour les gens qui sont proches de toi. Alors, je dis pas que j'ai toujours réussi, parce qu'il y a un moment donné où j'étais vraiment happé par le business, et finalement c'est ce qui m'a construit et qui m'a permis d'être libre aujourd'hui. Mais c'est toujours pareil, il faut essayer de trouver un juste milieu. Si c'était à refaire, j'aurais peut-être un peu plus de temps pour ma première fille, que j'ai pas eu le temps finalement d'être hyper proche d'elle, d'autant plus qu'elle s'est rapidement éloignée de la région et s'est installée dans le sud-ouest, et je l'ai vue un peu moins que la moyenne des autres, mais on va dire que ça m'a permis quand même, le fait d'être papa très jeune, ça m'a permis d'avoir un grand sens des responsabilités. Mais 18 ans, t'es un bébé en fait. Ouais. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Ouais. Mais à l'époque, j'étais très content de l'avoir, et on le voulait. C'est ça le pire. Donc on avait décidé de faire cet enfant, et puis finalement c'est que des bonnes choses quand tu réfléchis. Mais en fait, tu as été mature pour tout très tôt, puisque tu commences à travailler avant tout le monde, donc tu as déjà une vie active, tu es déjà dans le business, alors que les autres sont à l'école. Ça, je m'en suis rendu compte qu'après, c'est vrai. Je pense aussi que, on parlait tout à l'heure avec ta fille, de se dire est-ce qu'on peut réussir sans les études ou pas. Bon, quelque part, je suis un exemple d'avoir réussi sans avoir fait d'études. Je pense qu'il faut un mix des deux aujourd'hui. Je pense que j'ai aussi manqué à certains moments de formation sur des choses où j'ai été obligé de m'entourer de gens qui étaient meilleurs que moi pour avancer un peu plus vite. Ouais. Donc je pense que si j'avais fait un peu plus d'études, finalement j'aurais pu régler des choses que je ne pouvais pas régler tout seul par la suite. Mais d'un autre côté, je me dis que ça m'a permis aussi d'avancer beaucoup plus vite que la moyenne, et de faire beaucoup plus de choses que la moyenne. Donc je regrette pas du tout en fait ce qui s'est passé, parce que je pense que l'expérience du terrain, ça reste la meilleure. Ça, j'en suis profondément convaincu. Mais on le voit, quand tu as des jeunes qui viennent en stage dans nos entreprises, ils n'ont pas d'expérience, et donc c'est le terrain qui les fait accélérer beaucoup plus. Donc je pense que tu as raison. Ça t'apprend. Et quand tu te lances dans la vie, tu te sens pas un imposteur à un moment donné dans certaines situations où cette culpabilité de pas avoir de diplôme ou un certificat d'études supérieures. Alors souvent, souvent quand je change de métier, on le verra après. Bien sûr qu'au départ, tu te dis que tu n'as peut-être pas forcément la légitimité pour être là. Mais je pense que c'est là qu'il faut avoir l'intelligence de s'entourer de gens qui, eux, savent plus que toi, et de ne pas hésiter à leur dire certaines fois que tu comprends pas et qu'il faut qu'on te réexplique des choses. Ça, je pense que c'est... Ça, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème de vouloir tout savoir et de laisser croire que quand je sais pas, en règle générale, j'aime bien qu'on me réexplique, et je pense que je peux comprendre. Faut simplement me l'expliquer peut-être des fois avec des mots un peu plus simples sur certaines choses de tech ou parce que ça va vite aujourd'hui, mais ça te réveille aussi. Donc je pense que la clé, c'est de s'entourer de gens quand t'as pas la connaissance de certaines choses, de t'entourer de gens qui sont bien meilleurs que toi et qui t'apprennent finalement.
Et toi, tu peux apprendre du terrain et du parcours que tu as fait. Je pense que chacun s'apprend quand c'est comme ça. Ouais. Parce que eux, ils prennent aussi des choses de l'expérience que tu as, de la vision que tu as. Parce que moi, j'ai plus une intelligence émotionnelle que finalement des études longues comme le bras. Mais j'estime que tout le parcours a fait que je vois peut-être aussi des choses des fois arriver que les autres ne voient pas, ou j'ai des ressentis, parce que je suis plutôt quelqu'un de sensible et qui marche à l'humain. Donc je vais peut-être avoir des warnings qui vont s'allumer, où certaines personnes vont y aller tête baissée, où je vais ressentir les choses différemment. Donc je pense qu'on se complète quand c'est comme ça. Mais t'es hyper audacieux à chaque fois dans toutes les périodes de ta vie. C'est un truc, cap ou pas cap, pour le coup, tu l'es à chaque fois. Et t'as jamais peur? T'as jamais des... Si, souvent. Ouais. Souvent. Bah oui, mais la peur, ça doit pas paralyser tes envies, en fait. C'est-à-dire que quelque part, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu ferais si t'as pas peur? Et en fait, une fois que t'as évacué ça, même si t'as peur et que t'as vraiment envie de le faire, fais-le. C'est ça l'idée, en fait. Mais de là à partir dans des environnements totalement inconnus pour toi. Donc la radio, je peux encore concevoir, t'es passionné de radio, mais après tu pars... Bon, le point commun avec tout, c'est la musique. Donc à la base, c'est quand même la musique. Mais quand tu pars... Artistique, en général, ouais. Mais après, patron de club... ça devient quelque chose de... En fait, tu as tellement vu fonctionner quand tu es au Platine un établissement que naturellement, tu comprends tout ce qui se passe, de la sélection de la clientèle en passant... Alors, il y a peut-être la gestion, mais moi, la gestion, comme j'étais très rapidement à mon compte, on va dire que c'est des notions que j'ai eues assez rapidement aussi. Le marketing, je l'avais parce qu'on avait une agence de pub à l'époque. Donc, finalement, c'est un mix, une entreprise, un petit peu de tout ça. Et puis c'est aussi essayer d'éviter les risques, que ça soit par la sécurité, par différentes choses. Donc voilà. Après, je dirais que c'était la partie d'exploitation, on va dire, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. C'était plus, du coup, j'étais moins dans la passion. J'étais plus finalement dans des clubs qui ont réussi très fort. Hein. On voit le Bypass à Genève, ça a été le club de Genève pendant des années. Ça a été un club qui a été élu plus beau club d'Europe en 2002. Moi que je rachète en 2005 parce que la personne avait surinvesti et puis que j'exploite pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Mais c'était une grosse machine. Hein. On avait les plus gros DJ internationaux de l'époque, Carl Cox, Bob Sinclair, David Guetta, Roger Sanchez, enfin tous les plus gros DJ de la planète sont venus chez moi. Et forcément les stars qui vont avec aussi. Oui, après on a créé aussi ça. Hein. C'est-à-dire qu'avec le magazine, on avait des accès incroyables. Quand je te dis des accès incroyables, c'est on nous invitait. Moi, je me suis retrouvé avec le magazine invité à la soirée d'Eddie Barclay, où je vois Johnny Hallyday, Quincy Jones. Pour moi, Quincy Jones, c'était juste le gars intouchable. Il était à 3 mètres. Et c'est quand même le gars qui a fait les 2 albums de Michael Jackson, qui sont aujourd'hui les albums les plus vendus de l'histoire de la musique. Et tu te retrouvais parachuté parce que tu avais le média, on t'invitait pour que tu couvres la soirée, évidemment. Hein. Moi, j'y allais avec le rédacteur en chef et on se retrouvait dans des soirées de dingue. Donc ça, c'était en l'occurrence une des soirées à Saint-Tropez, la fameuse soirée blanche d'Eddie Barclay. Où finalement on rentrait, et là tu te sens un peu imposteur, quoi, quelque part. Parce que tu arrives et tu te dis, mais c'est quand même une chance incroyable qu'on soit là, quoi. Donc tu prends plaisir et puis tu profites, quoi. Quand tu parles de ça, t'as les yeux qui brillent. Bien sûr, parce que c'est des souvenirs incroyables. Je pense que c'est une grande chance d'avoir pu vivre ça. T'as plein de gens qui rêveraient de se retrouver. Parce que c'est le côté événementiel que j'aime. C'est-à-dire c'est le côté événementiel vraiment extraordinaire. Souvent des one-shot où tu te retrouves là par hasard, hein, finalement, par rapport à ton itinéraire de vie. Et où tu te dis, bon voilà, la vie est belle, quoi. Ouais, la vie est belle. Ah on va y venir à la vie est belle. Justement, tout ça, t'as rencontré des stars, t'as fait des trucs de dingue. On vient de dépeindre tout ton parcours. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Et justement, la vie est belle, c'est ton projet qui vient après. Donc de là, tu décides, j'imagine, est-ce qu'à un moment donné, t'es fatigué, t'en as assez, t'as fait le tour pour switcher et faire un virage à 180 pour aller dans l'immobilier de luxe? Alors, c'est pas vraiment un switch, parce qu'en fait, en général, moi, j'ai toujours plusieurs choses qui fonctionnent, et j'en enlève une que quand la suivante va fonctionner, parce que je suis assez terrien et finalement prudent, et donc je me dis, bon, exploiter les clubs, ça m'intéresse pas plus que ça, finalement.
C'est le côté événementiel qui m'intéressait, moi. Le côté, justement, des soirées incroyables, quand on faisait des événements, qu'on montait des événements avec des partenaires. Voilà. Mais exploiter un club, moi qui bois pas, qui fume pas, qui vais me coucher à 3 heures du matin et qui laisse le directeur terminer la nuit, faire les caisses, etc. J'ai jamais fait une caisse de ma vie, ça va te faire rigoler. J'avais des établissements. Ça n'a jamais été moi qui m'occupais de cette partie-là. J'ai toujours délégué soit à des associés, soit à des directeurs d'établissement. Mais ça ne m'intéressait pas, en fait, cette partie-là. C'est quand même incroyable. T'as des gens qui en rêvent. Ouais. Mais moi, je faisais pas ça pour l'argent, en fait. Je faisais ça pour le côté événementiel, comme on avait un établissement incroyable central à Luxembourg. On en a eu un à Genève, etc. On accueillait des artistes aussi qui ont déclenché par le magazine. Parce que forcément, quand t'as le magazine aussi, et puis que, tu donnes des interviews à certaines personnes, tu peux leur dire, vous êtes sympa, les gars. Ça serait une fois bien de venir sur un de mes établissements. Et puis finalement, les gens, quand tu as un bon relationnel, à un moment donné, te font plaisir. Donc on déclenchait aussi des gens où on se demandait qu'est-ce qu'ils venaient faire là, quoi. Des gens du cinéma, par exemple, qu'on avait dans certains clubs qui sortaient chez nous, ou des gens de la télévision. Et finalement, ça t'amène une notoriété aussi. Donc, qu'est-ce qui a fait à un moment donné que je switch ? C'est que j'étais un peu effectivement fatigué de ce côté exploitation, parce que t'as le côté sympa, mais t'as aussi le côté où à un moment donné tu gères une centaine de personnes. C'est la gestion des boîtes, et puis tous les jours il y a un problème qui te remonte, même si t'es pas en direct. C'est-à-dire que moi souvent j'avais des fusibles, j'avais un directeur par établissement qui était censé gérer ces problèmes-là, mais sauf qu'à un moment donné ça te remonte quand même et tu dois gérer un certain nombre de problèmes. Et franchement ça commençait à me fatiguer cet univers-là. Et puis j'avançais aussi dans l'âge, je devais avoir à peu près 45 ans, et je me dis c'est peut-être le moment de commencer à faire autre chose. Et puis là, c'est arrivé en fait par hasard le switch sur La Vie est belle, parce que juste après les subprimes, je m'intéresse avec le succès que j'ai eu dans mes affaires. J'avais vendu un certain nombre de choses, etc. Et j'avais un peu d'argent de côté. Je me dis, je vais m'acheter une maison. Et puis alors, où est-ce que je vais m'acheter une maison sympa où je peux aller l'hiver ? Et j'avais toujours rêvé des États-Unis, parce que mes parents, d'ailleurs, je te l'ai dit tout à l'heure, était parti très tôt. En plus, l'année où ils partent, j'avais 6 ans. Ils me disent, on va te confier à ta grand-mère. C'était une grande frustration. J'avais pas pu aller aux États-Unis. Donc, du coup, à un moment donné, je dis, moi, les États-Unis, j'aimerais quand même faire un truc là-bas. Et puis, donc, je me dis, où est-ce que je vais? Donc, Los Angeles. Et puis, je me dis, Miami, c'est quand même plus sympa parce que t'as que 6 heures de décalage. Los Angeles, t'en as 9. Puis, t'as quand même 3 heures d'avion de moins. Donc, je décide d'aller prospecter après les subprimes. Comme ça, on se décide avec mon associé dans les affaires en France. Et il me dit, écoute, je lui dis, écoute, ça te dérange pas de prendre 3-4 jours et on va voir des maisons qu'on serait susceptible de pouvoir acheter à des prix intéressants, puisqu'on sortait d'un cataclysme immobilier qui était la crise des subprimes, où on va dire beaucoup de biens avaient été dévalués de 50-60%, mais si tu voulais vraiment une belle chose, bien située, t'avais quand même un discount, on va dire, de 25-30%. Et on part comme ça 4 jours à Miami, et je décide avec mon associé, on se dit, plutôt qu'acheter un truc chacun, viens, on se prend un truc ensemble, et on met plutôt un budget un peu plus sympa. Et puis on achète cette maison en se disant, on va moins bosser. Donc ça, c'était l'idée à 45 ans. Ouais. Et on va commencer à lâcher la nuit et puis se faire plus plaisir. Et ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on a acheté la maison, mais en fait, je me suis rapidement rendu compte en allant 3 à 4 fois par an que c'était une région qui allait exploser. Et en fait, là, je me suis dit, j'ai pas envie d'y vivre parce que mes enfants étaient scolarisés ici, j'avais pas envie que les suivants de vivre loin comme ce que j'avais vécu finalement avec ma première qui s'était un peu éloignée. Sinon, je veux pas quitter Luxembourg, mais par contre, ça m'intéresse de faire des allers-retours. Donc, j'ai essayé de trouver quelqu'un aux États-Unis qui pouvait être mon relais finalement local et avec qui on pouvait faire des opérations. Donc, je mets 2 ans à le trouver quand même, parce que comme j'y vais que 4 fois par an et 15 jours, 3 semaines pour trouver quelqu'un avec qui tu vas faire du business, c'est pas forcément facile. Comment tu fais? C'est quoi la démarche pour trouver quelqu'un justement? Tu fais des réseaux, des soirées Alors, c'est là que tu vas rigoler. Alors, déjà d'une, moi, je parle pas très bien anglais. Les gens savent que je fais du business aux États-Unis, mais au départ, j'achetais cette maison pour mieux parler anglais et pour aller me reposer. Ça a été ni l'un ni l'autre, en fait. La première chose, c'est que tu as 60 000 francophones à Miami. Donc forcément, quand tu arrives, tu as un effet communautaire où on t'amène systématiquement sur des gens qui parlent ta langue. Ouais.
Donc tu parles jamais en fait américain. Donc tu es tout le temps en train de balloter sur des connaissances et puis tu te crées ton petit réseau et ça va très bien. Et puis à un moment donné, alors tu vois les histoires de la vie, on me dit tiens il y a une soirée avec Bob Sinclair. Ça se passait au Setai, qui est un des hôtels de luxe de Miami. Pierre, comme tu le connais, ce serait bien que tu viennes. Et je me retrouve à cette soirée et où je fais la connaissance de Pascal, qui est devenu mon associé et qui l'est encore aujourd'hui depuis plus de 10 ans. Et où j'ai un de mes amis en commun qui connaissait Pascal et qui me connaissait, qui me dit écoute, Pascal, il cherche à faire de l'immobilier, il a commencé un peu à en faire. Toi, c'est ce que tu voulais faire ici, donc ce serait peut-être bien que vous parliez. Et ça commence comme ça, en fait. Et donc, je connais pas Pascal, qui à l'époque s'est installé à Miami en 2008. Je le rencontre en 2012. Donc lui, il a déjà fait quelques opérations immobilières, il a déjà initié quelques opérations, mais il me voit aussi arriver comme un potentiel investisseur, puisqu'à l'époque, je venais de vendre quelques affaires, et puis j'avais une capacité de faire quelques opérations. Donc on a commencé comme ça, uniquement avec nos fonds, les siens et les miens, en se disant, bon, on fait une première opération d'achat, rénovation, revente. On voulait pas prendre le risque de construction, parce qu'à l'époque... j'avais jamais fait, quoi. Donc j'avais fait déjà des opérations immobilières ici, de locatives ou de marchands de biens ou d'achat, rénovation, revente, mais j'avais jamais construit. Donc on se dit bon, pour pas prendre trop de risques, on va faire une opération, on achète une maison, on la rénove et on la revend. Et donc on a commencé comme ça. C'est un truc incroyable quand même. Et donc Bob Sinclair, c'est grâce à lui que tu vas faire de l'immobilier maintenant. Donc finalement, tu te rends compte que tout ton réseau dans ta vie te sert en fait. C'est-à-dire que toutes les connexions que tu fais, à un moment donné, et c'est là que c'est important aussi d'être bienveillant, je trouve. C'est-à-dire que en fait, moi, j'ai toujours essayé d'être gentil avec tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, parce que c'est ma nature. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que souvent la vie te le renvoie à un moment donné, c'est-à-dire ce côté bienveillant. Si tu rencontres quelqu'un, il se souviendra de toi de cette façon. Et puis finalement, si un jour il y a un truc à faire, il le fera avec d'autant plus de plaisir. Tu le fais pas pour attendre quelque chose en retour, tu dois le faire naturellement. Ouais. Mais souvent ça te sert, et les gens que tu as rencontrés dans ta vie, des fois dans d'autres situations, finalement tu les recroises et puis tu fais un bout de chemin avec eux parce que la vie a fait que tu les as rencontrés une nouvelle fois dans une autre circonstance. Mais effectivement, j'ai rencontré mon associé américain par le fait qu'il y avait une soirée et finalement par ma vie d'avant. Ouais. Tu es très très axé sur le réseau, hein, toi. Tu es partout, tu fais partie de plein de cercles d'entrepreneurs, t'as des réseaux plutôt sur Luxembourg. Moi, ce que je t'ai dit au départ, c'est que j'aime bien l'humain et je trouve que c'est la base de tout en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, etc., moi je trouve que heureusement qu'il y a encore les connexions humaines, le fait de créer une confiance aussi avec des gens. Moi aujourd'hui j'ai plus d'une centaine d'investisseurs autour de moi sur différents projets. Ça s'est pas fait de façon super facile. Quand j'arrive aux États-Unis, ils m'expliquent tous au départ que il y a la remontée des eaux, qu'il y a des ouragans. Le fond du problème, c'est pas ça. Le fond du problème, c'est qu'ils ont pas envie de faire un truc avec moi parce que eux, ils me voyaient encore dans la nuit, dans le côté artistique, etc. Et ils me disent mais qu'est-ce qu'il va foutre là-bas ? C'est ça le truc en fait au départ. Donc il y a pas de confiance au départ. Ça va te nuire cette réputation de patron de club. Au départ, les gens comprennent pas parce que souvent en Europe, on te met une étiquette sur la tête. Et en fait, t'es là, quoi. Et tu vas pas être à l'autre endroit, quoi. Donc moi, on va dire que ça m'a pas aidé au début. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en parle, mais pendant longtemps, j'ai écarté cette partie du début de ma vie parce que j'estimais que ça pouvait faire des interférences. Aujourd'hui, à l'âge où j'ai, et quelque part, vu les différents succès qu'on a eus, je peux en parler parce que quelque part ça fait partie de mon itinéraire et les gens, on va dire qu'ils sont un peu plus ouverts d'esprit, ils comprennent que justement j'ai évolué dans différents domaines et finalement j'ai eu des succès dans des choses différentes. Donc finalement je trouve que moi personnellement, quelqu'un qui est en face de moi quand il a fait différentes choses dans différents domaines et qu'il a plutôt eu du succès, je trouve ça plutôt sympa. Mais pendant longtemps, je cachais cette partie-là en disant, je parle uniquement finance et immobilier,
et j'enlève toute cette partie-là pour pas que ça pollue et que les gens se disent mais finalement il n'a pas les études en rapport, il n'a pas un cursus qui devait aboutir à ce genre de choses. Donc voilà, en gros. T'avais peur à ce point-là que ça nuise ou que les gens se fassent des. Je pense que c'est pas que j'avais peur, c'est que je me rendais compte que ça créait des interférences. Parce que des gens me rattachaient quelque part. J'ai eu des succès dans ces univers-là, mais ça reste de l'artistique. Et beaucoup le voyaient comme des univers de saltimbanque, en fait, si tu veux. Tu vois, on en parlait avec ton précédent invité, où c'est pas facile au départ d'expliquer que tu fais un métier artistique sérieusement, en fait. Et tu le fais comme un métier. Les gens voyaient souvent ça comme de l'amusement, pas très sérieux. Je me souviens de la réflexion des voisins de mes parents quand j'avais commencé. Pierre, il fait quoi? Il fait de la radio, il fait un peu de télé, il fait de la... Ah ouais, mais comme vrai métier, il fait quoi? Et quand il leur expliquait que je gagnais ma vie avec ça, et que je gagnais bien ma vie à l'époque, parce qu'à 20 ans, j'avais déjà 3-4 jobs que je cumulais, les voisins, ils s'y croyaient pas, en fait. Tu vois, ou quand là, je te raconte un petit peu des anecdotes, mais si je suis en soirée normalement, tu ne m'entendras jamais trop parler de ce type d'anecdote, parce que des gens peuvent croire que tu es un peu mytho, tu vois ce que je veux dire, tu as vécu des trucs comme ça. J'ai vu des photos, donc j'ai... Oui. Enfin, avec l'IA, on peut tout faire, mais non, j'ai vu des vraies photos de presse de l'époque. Oui, on peut pas te redonner ton visage de l'époque, hein, quand même, avec l'IA. Mais oui, effectivement, donc j'ai plein de choses que j'ai gardées. Les gens qui me connaissent bien, ils connaissent le parcours, mais c'est pas forcément commun. C'est pas commun du tout. Donc, tu as commencé, donc La Vie est belle, pour que nos éditeurs comprennent. La Vie est belle, c'est ta marque, c'est la marque de ton entreprise. Donc, tu fais de l'immobilier. Tu es à Miami, mais tu pars rapidement sur d'autres contrées. Alors, pas rapidement. D'abord, on reste quand même beaucoup en Floride. Donc, avec donc mon associé que je rencontre, et on développe un bureau de développement où lui, finalement, avait choisi de rester aux États-Unis avec ses enfants, alors que moi, je voulais rester à Luxembourg et faire des allers-retours. Donc finalement, ça tombait bien, et on amenait les fonds propres de départ sur les opérations avec nos premiers succès dans les affaires. Puis rapidement, quand tu as tes fonds propres dans 3-4 opérations, tu as besoin, soit tu regardes ce qui se passe et t'attends que ça sorte, soit tu te dis, bon, je vais être un peu plus dynamique que la moyenne, et je vais aller chercher des investisseurs pour qu'ils comprennent que maintenant, on a éprouvé le modèle, on a déjà vendu nos premières maisons, on a déjà des résultats, et autant essayer maintenant de les embarquer. Mais là, au départ, ça a été très difficile pour les raisons que je t'ai dit, parce que les gens, ils me parlaient que des choses qui allaient pas marcher. En me disant, il y a du danger, en plus, t'es pas sur place. Je l'avais beau leur expliquer qu'on avait un bureau local, qu'on avait une équipe locale, que mon associé était local. Au départ, les gens voulaient rien savoir. Donc là, j'ai été vraiment récupérer des gens de mon réseau, et pas que, aussi des gens que je connaissais, de vue, des gens qui avaient entrepris comme moi et qui pouvaient comprendre qu'à un moment donné, il y avait une prise de risque. Mais les 10 à 20 premiers millions de départ d'investissement sur les États-Unis, ça a été très très dur à aller chercher, parce que les gens n'avaient pas forcément confiance. Donc après, on a créé cette confiance, on s'est aussi impliqué dans chaque opération. C'est-à-dire dans chaque opération, on co-investissait avec nos investisseurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je mettais mon argent avec eux sur la table. On n'allait pas leur vendre quelque chose, on prenait le risque avec eux. C'était très différent dans leur mindset de comprendre qu'on était alignés et que finalement, avec cet alignement d'intérêt, on prenait le même risque qu'eux. Donc ça a facilité les choses. Et petit à petit, on a commencé à faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 opérations. Aujourd'hui, en 10 ans, on a fait à peu près 27 opérations aux États-Unis. Et puis parallèlement, on a commencé à mettre d'autres géographies sur la carte, par réseau aussi. On en parlait tout à l'heure, mais par exemple, j'avais des gens dans les Alpes françaises avec qui j'avais levé de la dette, c'est-à-dire qu'ils cherchaient de l'argent pour investir dans les opérations. Et avec mon réseau d'investisseurs, je les avais aidés à lever cet argent. Donc à un moment donné, je leur ai dit, voilà, là je crée un fonds d'investissement à Luxembourg, ça serait plutôt sympa de nous ouvrir une ligne. En l'occurrence, on a fait un investissement avec eux à Courchevel. Et puis après, il y a eu Marbella aussi sur la carte, où on a fait un programme de 15 maisons au centre-ville. De la même façon, on trouve à chaque fois un opérateur local. C'est-à-dire que nous, finalement, on est la personne qui co-investit sur l'opération. L'opérateur local, comme nous, participe à l'opération pour qu'il ait un alignement d'intérêts. Mais finalement, l'opérateur local qu'on choisit, on s'arrange pour qu'il ait un track record.
qu'il n'ait jamais fait défaut, qu'on vérifie un certain nombre de risques, et on arrive, en règle générale, souvent après permis de construire. Les seules exceptions qu'on fait aux États-Unis, c'est en Floride, parce que le permis est un droit. C'est-à-dire que quand on te dit tu as le droit de construire ça, on peut pas faire des recours, c'est vraiment un droit le permis. Donc là, on peut prendre le risque un petit peu avant parce qu'on sait qu'on l'aura. Ouais. Tandis qu'en Europe, en règle générale, on arrive au moment du permis. Là, typiquement, par exemple, on fait une nouvelle destination qui est Ibiza, avec un autre opérateur local. Donc là, on amène l'historique, l'expérience, la marque, et on fait en sorte qu'on co-investisse pas sur la première opération. On leur a demandé de faire une opération test avant, une deuxième, et puis finalement, nous, on arrive sur la troisième, où les principaux risques sont écartés. Les plates sont essuyées. Ouais. Et souvent, comme nous, parce qu'on l'a vécu aussi, nous, par exemple, sur certaines opérations, aux États-Unis, on a fait 0. Ah, t'as déjà perdu de l'argent sur des Jamais perdu, on a fait 0. Alors, on n'a jamais perdu, mais il est arrivé que sur les premières opérations, on ait gagné très peu d'argent. Parce que c'était les réglages de départ. On pensait qu'on allait construire à tel prix, ça coûtait plus cher. On connaissait pas bien les entreprises. Enfin, on a fait les erreurs de toutes les personnes qui débutent. Après, quand tu arrives à 27 opérations comme maintenant, je peux te dire que ta proforma et ton business plan, il dérape quasiment plus. La proforma, c'est l'étude de départ. C'est le business plan, finalement, où tu te dis, voilà, en gros, tu as le prix du terrain, le coût de construction, les intérêts financiers, les management fees de l'opération. Enfin, tu essayes de financer finalement au départ tous les risques, dont les intérêts financiers, et tu lèves finalement l'argent de l'ensemble de l'opération pour que tu aies pu à courir après l'opération et qu'elle soit complètement sécurisée. Avec des marges qui sont calculées, qui vont vers avec toujours des marges d'imprévu qui sont en général de 5 à 10% sur le coût global. Et voilà, là par exemple Ibiza, c'est 7,5% d'imprévu. Mais encore une fois, quand tu as déjà fait des modèles, comme c'est le cas là-bas, où tu as déjà construit et que tu prends le même constructeur pour faire une autre opération, en règle générale, tu as les chiffres de ce que ça va te coûter. Alors après, on a eu des exceptions, comme le Covid. Personne n'allait imaginer ce qui allait se passer pendant le Covid. Tout le monde a transpiré. Il se trouve que pour nous, ça a été super, le Covid. Parce que les prix ont explosé à Miami, parce que beaucoup de gens convergeaient vers la Floride où c'était resté ouvert. Et finalement, tes coûts de construction qui ont explosé à ce moment-là ont été largement compensés par les prix de vente qui ont été encore au-dessus. Donc finalement, ça a été une énorme peur au départ, parce que quand tout s'arrête, tu peux plus voyager. Heureusement, j'avais mon associé là-bas. D'ailleurs, sans mon associé aux États-Unis, j'aurais jamais fait cette histoire de la vie est belle. Donc il le sait. Quand t'as pas quelqu'un de local à côté de l'opération pour la construire, là, il vaut mieux rien faire du tout. Donc moi finalement, je développe cette marque sur ces différentes géographies, mais toujours aux côtés d'un partenaire local qui a l'expérience, qui est très présent. Par exemple, dans le cas d'Ibiza, il est à 5 minutes à pied du chantier. Donc évidemment, il va y passer tous les jours. Ouais. Donc c'est encore un risque que tu diminues, parce que le fait qu'il y ait une surveillance accrue sur un projet immobilier fait en sorte que les entreprises tiennent en règle générale ce qu'elles te disent. Quand t'es pas là, peut se passer tout ce que tu veux, t'es pas là. La confiance n'empêche pas le contrôle. Exactement, et puis surtout dans ces métiers où aujourd'hui les entreprises peuvent être appelées sur d'autres chantiers, etc. Quand t'as quelqu'un qui passe tous les jours, il voit très bien si ça avance pas, et en règle générale aux États-Unis maintenant on est structuré avec des chefs de projet par maison, voire sur les grosses maisons. Là, sur les derniers chantiers qu'on fait, c'est quand même des maisons qui vont être vendues plus de 40 millions de dollars sur la dernière. 40 millions. Ouais. On a démarré, on faisait des maisons de 2 à 5 millions. Donc, c'est juste pour t'expliquer le chemin parcouru, mais parce qu'à l'époque, on n'avait non seulement pas l'expérience de le faire, mais en plus, pas les moyens de le faire. Parce que si tu fais une maison comme ça, il faut aussi lever les investisseurs en rapport. Sur ce dernier projet, il fallait qu'on aille chercher 11 millions de fonds propres. Il faut savoir où tu vas les chercher. Et il faut avoir le réseau d'investisseurs qui te permet de faire l'opération. Pour te donner un ordre d'idée, le terrain de notre dernière opération coûte 9,8 millions, le terrain. Donc c'est un terrain extrêmement bien placé, où tu as d'un côté la plage, de l'autre côté le bateau que tu peux garer sur un canal. La maison rêvée, quoi. La maison rêvée. Ouais. Mais avant d'arriver à ces projets, on était dans du 1 bis en emplacement, on était avec une petite vue sur le golfe, mais on n'avait pas les moyens d'acheter ces terrains-là au départ. Donc on s'est construit finalement un track record, et qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? C'est aussi le fait que sur les différents projets, on a pu démontrer aussi des rentabilités qu'on a servi.
On mettra un peu sur les liens, les réalisations que Pierre et son équipe construisent sur la côte à Miami, parce que c'est quand même des maisons, chaque fois que je vois des réalisations, des 3D ou même des maisons finies, des projets, c'est juste extraordinaire, quoi. C'est la maison dont tout le monde rêve. Alors là, on est sur de l'hyperluxe, vraiment, à Miami. Au départ, on a démarré sur de la maison de 5 à 10 millions, puis après de la maison entre 10 et 20. Maintenant, on est plutôt de la maison entre 20 et 40. Voilà, sauf l'exception que je viens de te citer, qui sera notre record de vente, qu'on aura fini, je pense, courant 2026. Et qu'on va essayer de vendre rapidement. Alors, c'est pareil, les gens, des fois, disent mais c'est quoi la liquidité d'une maison comme ça quand tu as fini ton projet? Combien de temps tu mets à la vendre, etc. Le record qu'on a aujourd'hui, c'est une maison sur la plage d'Island Beach, qui est à 1 heure au nord de Miami. On l'a mis sur le marché. Elle était vendue 30 millions. Elle était, au départ, sur une base 32 ou 33 millions en prix de vente. On a mis 3 semaines à la vendre. Et pourquoi? Parce que c'était l'emplacement de dingue, et que finalement c'était quelqu'un de richissime, hein. C'est un mec qui avait vendu sa société, 50% de sa société, 500 millions de dollars, et qui finalement avait décidé de s'installer là, juste avec sa femme, une maison de 1100 mètres carrés, pour accueillir ses enfants, ses petits-enfants, et qui avait craqué sur la maison. Et du coup, vous avez aussi votre propre agence interne pour En règle générale, ça se passe pas comme ça, parce que aux États-Unis, tu as une base de données qui est accessible par le grand public sur un site qui s'appelle Zillow, où tu sais ce qu'il y a à vendre en fait en temps réel. Donc l'agent liste, et en fait les 6000 agents de Floride et puis du monde entier ont accès à cette base de données et peuvent venir avec un client. Et en règle générale, l'agent partage sa commission avec l'agent qui amène le client. Ah ouais, okay. Donc toi, tu ne connais quasiment jamais le client final. En l'occurrence, on avait choisi cette agence qu'ils avaient la réputation sur cette zone de vendre des maisons de ce type, parce qu'il faut que tu confies quand même ton bien à quelqu'un qui est capable de vendre des biens de ce prix. Mais après, tu sais pas quel est le client final, parce que le client final arrive avec souvent le client qui parle sa langue. En l'occurrence, un Brésilien vient avec quelqu'un qui parle portugais, un Russe va venir avec un agent russe, un Chinois avec un Chinois, etc. Donc, on a vendu vraiment des maisons à tout un tas de gens différents, mais qu'on ne connaît pas en fait, puisqu'ils arrivent avec leur agent, sachant que Miami c'est très très international. C'est-à-dire que tu as 50% d'Américains qui achètent, mais tu as 50% de gens qui viennent du monde entier, qui viennent aussi par rapport à la médiatisation de la ville. Ça va des flics à Miami en passant des experts. Ça a contribué. Il y a toute un aura sur la ville qui fait que les gens viennent de partout dans le monde. Donc, pour faire tout ça, vous avez créé un fonds luxembourgeois? Alors, il y a eu plusieurs sources de financement. Soit les gens rentrent directement sur les opérations, ce qu'on appelle du club deal. On réunit plusieurs investisseurs, on les met ensemble. Soit on a levé de la dette à un moment donné, c'est-à-dire on a créé un fonds à Luxembourg qui a émis des obligations sur lesquelles il y avait un intérêt annuel qu'on payait. Donc ça, on le fait plus aujourd'hui. On a bien fait d'ailleurs, parce qu'avec ce qui s'est passé en hausse des taux, etc., on s'est rendu compte qu'il valait mieux avoir des fonds propres que de la dette à porter. Donc on garde notre niveau d'equity en général entre 30 et 50%, c'est-à-dire les fonds propres qu'on injecte. Et le reste, on va chercher de la dette locale. Et le dernier point d'accès, c'est effectivement un fonds qu'on avait créé de façon régulée à Luxembourg, qui permettait de co-investir dans ces projets. Aujourd'hui, je dirais que je suis plus sur des formules souples de club deal, parce que finalement, c'est des durées plus courtes. Un fonds, en règle générale, t'es finalement dans des durées de 6 à 10 ans en investissement, et le fonds investit dans différentes opérations, alors que finalement, un club deal, t'es en mono-risque, mais tu sors dans des délais de 36 mois en moyenne. Et beaucoup d'investisseurs préfèrent être sur des formats plus courts et pas non plus avoir des frais de fonds qu'ils n'ont pas quand ils sont en direct. Donc l'avantage d'un fonds, c'est finalement la diversification du risque, mais les investisseurs qui ont une certaine surface font aussi plusieurs club deals avec moi, et ça leur permet de faire leur diversification du risque sans avoir le côté fonds. Ça doit être quand même bien régulé comme un fonds, j'imagine, parce que tu fais pas n'importe quoi quand tu as des investisseurs. Bien sûr, et puis tu as un niveau de reporting aussi où on informe en règle générale une fois par trimestre de ce qui se passe à bord. L'état d'avancement. Comment tu persuades des gens d'investir avec toi? T'as un secret à nous partager? Comment tu persuades des gens? Persuader, ouais. Convaincre. En fait,
alors ça va te paraître assez fou, mais tu as soit des gens qui viennent naturellement par rapport à ce qu'on a fait maintenant et la communication qu'on a mis en place, que justement on communique, nous, plutôt de façon positive sur des opérations réussies. Donc, de temps en temps, j'ai des messages où on me dit venez voir m'expliquer ce que vous faites, ça m'intéresse. Notamment à Luxembourg, quand il y a eu cette mini-crise immobilière là, suite à la hausse des taux d'intérêt, ils se sont aperçus qu'au niveau international, c'était pas forcément comme dans le pays, et qui sont venus me demander comment ça se passe, vous, aux États-Unis, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous faites? Donc, soit, on va dire, tu as des leads entrants, des gens qui ont vu ta communication, que ça soit presse, digital, ou nos événements. De temps en temps, on fait des événements aussi où on invite des potentiels investisseurs, on leur explique un peu ce qu'on fait. Donc, tu as cette voie-là. Ensuite, nous, on fait des démarches aussi sur, en règle générale, surtout des chefs d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui comprennent le risque. C'est souvent des investisseurs, ce qu'on appelle avertis. Donc, en règle générale, dans nos investissements, tu rentres pas avec un moins de 250 000 euros, mais c'est souvent plutôt des gens qui déploient entre 500 000 et 2 millions. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer comme rentabilité? En règle générale, on double l'investissement en moyenne en 4 ans. Voilà, ça c'est à peu près. Donc si c'est un peu plus court, ça va être un peu moins le multiple. Si c'est un peu plus long, ce sera un peu plus. Mais en règle générale, donc ça fait une rentabilité moyenne entre 15 et 20%. Alors souvent les gens comprennent pas la rentabilité. Ils disent je comprends pas, mais à la banque on me donne 2-3%. Non, mais je dis attendez, là vous êtes dans une opération de construction, vous êtes dans des fonds propres. Si une opération fait 10 millions et qu'on demande 3 millions de fonds propres qui représentent en gros 30%, le jour où on vend 13 ou 14, ça va doubler votre capital puisque vous êtes à bord des fonds propres de départ. Donc, il faut juste qu'ils ne comparent pas ça à des opérations d'investissement locatif, par exemple, où là, tu n'auras jamais des rendements comme ça. À Luxembourg, si tu as 3, 4, 5% d'investissement locatif, c'est le bout du monde sur un bien neuf, par exemple. Donc là, il faut vraiment expliquer. Alors les gens qui ont l'habitude de l'investissement, c'est pas un sujet, ils comprennent très vite. Mais les gens qui sont des personnes fortunées, mais qui n'ont pas l'habitude de ce type d'investissement, ça nécessite quand même de leur expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Quand je te parlais de réguler, c'est parce que pour moi, l'étape de contrôle, si je te prête de l'argent, enfin j'investis avec toi, j'ai besoin de savoir ce qu'on va faire de mon argent. Et j'ai fait des recherches par rapport au podcast. Et j'ai lu des choses qui sont un peu moins roses à ton sujet, enfin sur les choses. Et je voulais avoir un peu ta version parce que il y a une affaire judiciaire autour de toi. Enfin, il y a eu des choses judiciaires pour lesquelles tu as été blanchi. Mais là, il y a une certaine presse qui a commencé à parler de toi plutôt négativement. Et on parlait d'abus de biens sociaux, de faux bilans dans l'histoire des clubs à ce moment-là. Vu que la justice t'a blanchi, je vais te laisser parler de ce sujet-là. Alors, pas tout est réglé encore. Il y a certaines choses qui sont réglées, d'autres qui ne le sont pas. Mais je vais être très transparent parce que c'est important aussi d'écouter ma version à ce sujet et puis d'écouter ma vérité, quoi, quelque part. Donc, aujourd'hui, pour comprendre cette histoire, c'est assez facile. C'est qu'on s'est mal associé au départ. Et en l'occurrence, la personne à qui on s'est associé, on parle du VIP Room, était propriétaire des murs. Et cette personne, à un moment donné, s'est fait incarcérer. Donc nous, ne voulant pas être mélangés, tu connais mon parcours artistique, etc., on voulait pas trop être mélangés à ce genre de choses, on a demandé à ce qu'il soit exclu du capital. Donc dans un premier temps, il a été exclu du capital, il a pris un très gros chèque d'ailleurs pour ça, qu'on a payé pour être tranquille. Sauf qu'on n'a pas été tranquille, c'est que dès que il a été sur le marché, la première chose qu'il a fait, c'est justement déposer ses plaintes, parce que son but, c'était de faire faillir la société d'exploitation. Parce que s'il arrivait par ses plaintes à nous faire déposer le bilan, ce qu'il n'a pas réussi à faire, finalement, il récupérait le fonds de commerce pour rien. Donc ce monsieur s'est d'ailleurs très mal comporté, personnellement avec moi, il y a eu des menaces physiques, il y a eu plein de choses. Donc, mais par contre, je vais le remercier pour un truc aujourd'hui. Ça va te surprendre. C'est que c'est lui qui m'a fait changer de voie. À un moment donné, où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, Pierre, à régler des trucs comme ça, qui te ressemblent pas, en fait. Et en fait, sans le savoir, ça a été une des personnes, parce qu'on était en 2014-2015, quand il a commencé à lancer tout un tas de procédures. Les premières datent de 2006-2008, celles dont tu parles. Mais il en a fait 11 au total. On a toutes gagnées, sauf encore quelques-unes qui sont... C'est toujours avec la même personne? Toujours avec la même personne. Et cette personne, en fait, finalement, son but, c'était de casser le bail, dans un premier temps.
et après, par ces plaintes, d'essayer de casser la société. Parce que si la société venait à être en faillite, en tant que propriétaire des murs, il récupérait le tout pour rien. Et si tu veux, ça nous a tellement fatigués. Tu me parlais d'un moment donné, qu'est-ce qui t'a fait aussi switcher? C'est que moi, depuis 2010, j'étais aux États-Unis. Je faisais beaucoup de choses là-bas. J'étais très peu d'ailleurs en exploitation pour ces raisons-là. Et à un moment donné, je me suis dit, on va arrêter ça et puis on va transactionner avec lui. Donc finalement, il l'a pas eu pour rien, mais pour presque rien, on va dire. Mais on a fini par faire une transaction en disant, écoute, récupère tes murs, ton fonds de commerce, et puis nous, on est passé à autre chose, en fait. Et finalement, quand je regarde la suite, je me dis que finalement, c'était peut-être un bon signal de passer à autre chose, parce que par la suite, ça m'a plutôt bien réussi, et puis que c'était peut-être un univers où je devais arrêter d'être présent dans cet univers-là. Tu me parles toujours de clarté, de transparence. On s'est rencontrés plusieurs fois. Tu me parlais de la transparence, de l'importance d'être régulé, d'être très très honnête vis-à-vis de tes investisseurs, vis-à-vis de tous les gens que tu côtoies. Enfin, c'est une ligne de conduite. Tu me dis toujours, il faut être droit, il faut être carré. Pour moi, c'est fondamental d'être droit dans ses bottes et tenir ce qu'on dit. Le sens de la parole aussi, ça se perd beaucoup aujourd'hui. Un contrat aujourd'hui, je l'ai vu avec des gens comme ça. Les gens signent des contrats mais les tiennent pas. Donc tout ça, si tu veux, c'est pas moi. Donc j'ai grandi aussi. Ça m'a fait grandir ce genre d'histoire parce que tu te rends compte aussi quand tu as ce type de choses, tu vois les gens qui tiennent de ton côté et puis tu vois les gens qui s'en servent finalement par jalousie, par différentes choses pour essayer un petit peu de te déstabiliser, on va dire. Donc moi j'ai pris un peu de recul quand c'est arrivé. J'ai choisi de même pas répondre. Parce qu'on en a discuté à un moment donné avec mon avocat, il y a quand même beaucoup de choses fausses qui étaient dites. Mais on s'est dit, si on répond à ça, finalement, on va se reprendre une couche directement, parce que la technique, souvent des médias venant de là, je la connais, c'est que ils parleront toujours en dernier, et finalement, ça va relaisser des traces. On a plutôt choisi la voie d'une communication positive, en disant on va leur répondre par que des succès, en fait. Et j'aime bien cette idée, en fait. La vie est belle. Voilà, c'est de dire aujourd'hui, ok, ça m'empêche pas de continuer, ça m'empêche pas de faire d'autres projets dans d'autres géographies, et puis ça se passe bien. Voilà. Donc évidemment, ça te titille, ça te déstabilise. Mais je dirais que moi, étant dans les médias très jeunes, c'est des places très convoitées. Donc t'apprends quand même à te faire une carapace. Et que ça te touche le moins possible. Par contre, tu t'aperçois des fois que c'est des gens autour de toi qui sont le plus impactés. Ton assistant, ta fille, des gens qui disent « Tiens, papa, on m'a dit ça. » Oui. Donc après, tu leur expliques, mais finalement, ça, j'aime pas du tout, tu vois. Parce qu'en fait, ils doivent pas être des dégâts collatéraux, surtout venant de ce genre d'individus, quoi. Ouais. Toi qui est carré, on a parlé d'humanité, tu as bien dépeint le genre d'individu que tu étais, ça t'affecte quand même, parce que tu peux pas dire que ça ne te touche pas, donc ça, à mon avis, c'est le fond intérieur est durement touché, mais il n'y a pas que cet aspect-là, il y a aussi l'aspect des investisseurs, parce que moi j'ai vu ça dans la presse, enfin j'ai vu ça sur Internet, j'ai lu ça, donc c'est une certaine presse qui fait du buzz ou qui fait quelque chose, je sais pas, fondé ou pas, certainement, j'imagine qu'ils ont des sources, mais on doute pas de toi en tant qu'investisseur par la suite, t'as pas peur de ça? Alors ça peut arriver, mais après, ça n'arrive déjà en règle générale pas sur les gens qui me connaissent habituellement et qui m'ont déjà côtoyé. Ça arrive souvent sous des gens qui peut-être s'apprêtaient à faire un investissement et que ça peut mettre en doute. Évidemment. Donc là, c'est à moi d'essayer de les convaincre et de finalement expliquer ce qui s'est réellement passé, comme on le fait aujourd'hui, ouais. et puis d'arriver avec des chiffres concrets en fait sur un certain nombre de choses. C'est surtout ça, arriver avec des chiffres et montrer patte blanche sur toutes les actions. Mais partie judiciaire est derrière nous. Tu parlais de répondre par la réussite. Justement, tu as mis un grand coup d'accélérateur dans l'immobilier. Donc là, tu es parti sur des projets Malaga, Ibiza. Enfin, ça devient énorme. Tu emploies des gens ou tu travailles avec des... Alors, en règle générale, sur ces investissements-là, je t'ai expliqué, on a un opérateur local sur lequel on s'appuie.
et on vient essentiellement se plugger sur l'investissement de départ dans les fonds propres. C'est-à-dire qu'on amène des investisseurs avec des véhicules qui sont soit à Luxembourg, soit directement sur place, dans le cadre de club deals locaux. Aux États-Unis, ils sont co-actionnaires de la société quand ils rentrent directement sur le deal. Et ils sont copropriétaires du terrain et de la villa qui se construit. Donc par rapport à ça, tout dépend de la structuration. En fonction de la fiscalité aussi, puisqu'on essaie d'optimiser le résultat pour l'investisseur final. Donc en fonction de sa géographie, parce que moi j'ai des investisseurs pas que luxembourgeois, j'ai des investisseurs de Genève, par rapport à mon historique, j'ai des investisseurs de Monaco, j'ai des investisseurs belges, j'ai des investisseurs français. Donc en fonction de la géographie, on va adapter la structuration pour l'investisseur en question et lui conseiller ce qui est le mieux pour lui. Et quand c'est des géographies qu'on ne connaît pas, on s'appuie sur des experts, experts comptables, experts fiscaux, qui vont analyser la meilleure option possible d'investissement pour chacun. Quand tu dis on, c'est toi, moi et mon équipe. Ouais. Parce que c'est beaucoup toi, tu es beaucoup à la tête de tout ça. Mais comment tu fais pour aller trouver des deals à Malaga, à Ibiza, à Miami, un peu partout dans le monde? En règle générale, c'est l'opérateur qui vient me les proposer une fois qu'on a notre accord. On revient sur le réseau. Dans le cas de Pascal, finalement, on est une association où c'est lui qui trouve les deals et les construit, et moi j'amène les fonds. Donc typiquement, par contre, chaque deal qui rentre, je vais vérifier sur place, je vais aller visiter le terrain. Il faut qu'on soit d'accord tous les deux pour qu'un deal se fasse. Mais ça, c'est sa partie, le sourcing, pour répondre à ta question. Comme à Ibiza, la personne avec qui je suis associé habite sur l'île, tourne 24 heures sur 24 pour aller trouver des deals et finalement suit la construction. Donc j'ai toujours ce partenaire de confiance sur lequel moi je m'appuie et je voyage quand même beaucoup. C'est-à-dire que j'essaie d'y aller au moins 4 à 5 fois par an sur chacune de ces géographies-là qu'on a citées, pour aussi m'imprégner localement et avoir ce ressenti aussi terrain. Parce que c'est très important de connaître les endroits où tu fais les opérations. À une rue près, quelquefois, c'est pas la même valorisation. Donc tous ces éléments de marché, on les étudie quand même sérieusement. Ouais, je pense à ça, toutes les villes que vous allez, dans lesquelles vous allez entreprendre, c'est toi qui choisis les villes. Tu dis Ibiza c'est tendance, Malaga c'est tendance. C'est en fonction de ça ou ça c'est le hasard? Alors oui, on les choisit, mais ça dépend aussi du réseau. Typiquement à Dubaï, qui m'intéresse, où j'ai déjà fait des choses à titre perso, j'avais pas encore trouvé l'opérateur. Là on vient de le trouver, mais donc on risque de faire quelque chose. Le problème de Dubaï aujourd'hui, c'est que je pense que le marché est très haut et j'attends de voir le point d'entrée idéal. Peut-être qu'il faut attendre qu'il y ait une correction de marché parce que c'est un marché très volatile. Je suis pas encore très à l'aise pour y aller maintenant. Par contre, j'ai mis 3 ans à trouver quelqu'un. Pourtant, j'y vais depuis longtemps. Moi, je vais depuis 2005 sur place. Ouais. Donc là, j'ai un peu loupé le train au départ. Il y a peut-être des choses d'occasion à rénover sur place. Mais typiquement, par exemple, tu as des maisons qui ont été construites sur La Palme ou dans des quartiers comme Jumeirah Island qui ont 20 ans aujourd'hui, qui nécessitent d'être rénovées à la fois d'un point de vue architectural, mais aussi d'un point de vue floor plan où c'était très arabisant, etc. Où tu as beaucoup aujourd'hui d'expatriés qui viennent s'installer pour des raisons fiscales là-bas et qui cherchent un peu, on va dire, de la tendance européenne et qui trouvent pas forcément. Donc là, il y a un créneau. Simplement, est-ce que c'est le moment d'y aller maintenant ou pas? Moi, je pense que non. Donc j'y ai pas été encore et on n'a pas encore risqué finalement nos premiers fonds. Et en règle générale, les premières affaires, on les fait avec nos fonds propres. Je n'amène pas des investisseurs sur le départ de l'histoire. Ouais. Je t'ai cité Ibiza tout à l'heure, c'est la 3e opération. Donc là, on emmène des gens parce que pour nous, on a validé le modèle. Comme aux États-Unis, on a fait 4 opérations tout seul avant d'amener des investisseurs. Donc mon modèle, c'est plutôt de faire prendre le minimum de risques aux gens qui me font confiance, parce que je considère que l'argent qu'ils me mettent à disposition, c'est comme si c'était le mien. Et comme je me suis fait tout seul et que je suis plutôt quelqu'un de prudent, j'essaie de faire attention à ce que je fais. Évidemment, il y a toujours des risques. Quand tu sers du 15 à 20%, tu as toujours un facteur risque en face. Sinon, tu restes à la banque et tu as ton 2% par an. Quand des gens font de la crypto ou quand les gens font des investissements en bourse,
C'est exactement pareil. Quand ça dévisse de 30%, on va pas appeler Apple en disant écoutez, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas. Donc aujourd'hui, oui, il y a du risque, mais on essaie de maîtriser ce risque en éliminant tous les facteurs qui nous semblent primordiaux, l'expérience des gens, le permis qu'il faut avoir quand c'est en Europe, le constructeur qui va bien. Voilà, on essaye par notre expérience finalement d'être le filtre de tout ce qui peut t'arriver si toi tu y vas tout seul. Et on va éliminer quand même beaucoup de choses. Et finalement, on va aussi prendre le risque avec nos fonds propres dans les opérations. Donc le tout cumulé, je trouve qu'on élimine quand même beaucoup de risques. Il y en aura toujours. Il y a des opérations qui peuvent se passer moins bien, mais en règle générale, en immobilier, tu perds jamais. Quand tu achètes quelque chose, tu crées quelque chose dessus, ou tu rénoves et tu revends, c'est rare que tu perdes. Quand tu perds, c'est que tu as un retournement de marché. Par exemple, la pire crise de tous les temps, c'était les subprimes aux États-Unis. Sur les emplacements numéro 1, ça dévissait pas plus que 25-30%. Donc si tu as une marge de 30% et que tu dévisses de 25-30%, tu retombes sur ton capital. Ouais. Donc ça fait partie de notre ADN. C'est OK, il y a des risques, on va essayer de les maîtriser pour qu'on vous serve quand même une rentabilité qui est assez forte pour le risque que vous prenez. Voilà. C'est même pour ceux qui feraient un début dans l'immobilier, c'est pas mal comme petit conseil. Le couple rendement-risque, ça a toujours été ce qu'il faut regarder en priorité. Sinon, tu laisses ton argent à la banque et puis ça va travailler royalement à 2% en ce moment. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'accélérer parce que finalement, les risques que j'ai pris avec mon argent m'ont permis d'accélérer un petit peu plus vite. Parce que si j'avais laissé l'argent à travailler normalement, j'en serais peut-être pas où j'en suis aussi aujourd'hui. Alors évidemment, ça aurait pu ne pas marcher. Ouais, ok. La notion du cap ou pas cap. Ouais. C'est à un moment donné, est-ce que tu le fais ou pas? Maintenant, tu peux aussi le faire intelligemment. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre tous tes œufs dans le même panier. Ce que je disais tout à l'heure, c'est en général des gens qui ont une certaine surface. Ils viennent pas dans une seule affaire. Ils vont mettre plusieurs tickets dans des affaires différentes. S'il y en a une qui se passe un peu moins bien et qui donne du 5 au lieu du 20% parce qu'il y a eu le Covid ou il y a eu différentes choses qui font qu'une remontée des taux d'intérêt qui font que ta dette est devenue insupportable ou des choses comme ça, tout ça, ça peut se passer. Mais quand tu es diversifié et sur des bonnes opérations dans des endroits numéro 1 avec des professionnels, en règle générale, ça se passe bien. Ouais. La transparence toujours... la clarté dans tous les comptes. Ouais, et puis répondre aussi à ce qu'on te demande. Parce que tu as beaucoup de gens, quand il y a un problème, tu n'arrives plus à les joindre. Moi, quand il y a eu le Covid, quand il y a eu différentes crises, tu m'appelles, je te réponds, je t'explique ce qui se passe. Je te dis là, OK, on va peut-être pas sortir en 36 mois, mais on va sortir en 42 ou 48 mois. Ton multiple, il va rester pareil. OK, tu auras un peu moins d'IRR, mais ça reste une bonne opération et on t'explique, on te montre où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a dépensé. Voilà. C'est ça l'idée, en fait. C'est d'essayer d'être le plus loyal possible avec les gens qui t'ont fait confiance. Tu vois, quand j'introduisais le podcast, je disais 1000 vies, on n'allait pas loin quand même, hein. C'est quand même quelque chose... C'est quelques vies. Maintenant, qu'est-ce qui t'anime le plus encore aujourd'hui? C'est quoi? Je pense que c'est le plaisir. C'est-à-dire que c'est l'idée de maintenant... Déjà, je vais être beaucoup plus investisseur qu'opérationnel. Donc c'est pour ça que je te disais, quand tu me disais aujourd'hui qui fait quoi, c'est beaucoup les gens locaux sur lesquels je m'appuie qui font le boulot finalement sur la construction. C'est pas moi qui vais aller monter le mur et on s'appuie sur un réseau local avec un développeur et en règle générale un constructeur qu'on valide. Donc c'est plus moi être dans la partie investissement que opérationnel. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai envie d'être plus dans le plaisir. Donc au-delà de suivre mes opérations et d'amener des gens avec moi, peut-être passer un peu plus de temps aussi près des miens, avoir cette notion, profiter un peu plus de mes petites filles, voilà, des choses comme ça. Ça me plaît bien maintenant. Bah oui, si tu peux te le permettre. Et un peu de business angel, alors parce que tu parles d'investissement, parce que tu as aussi d'autres activités sur d'autres choses, parce qu'ici dans ce podcast on a parlé d'une petite partie, enfin de la majeure partie, mais reste une petite partie. Je dirais qu'il y a deux volets dans le business angel. Il y a la partie, on va dire, purement risque, qui est plutôt le côté start-up, où on va dire j'ai une dizaine ou une douzaine de lignes en fonction des moments. Et là, c'est surtout de la confiance que je place dans des équipes, dans des idées, dans des gens que j'ai envie d'aider. Souvent, je suis au board même pour donner quelques idées, etc. Il y a des fois des réussites, des fois on se plante aussi. Hein. C'est-à-dire que en moyenne, des gens qui font que ça, dont c'est leur métier,
À Luxembourg, tu as des VC qui font que ça. Sur 600 dossiers qu'ils analysent, ils vont retenir 50, ils vont investir dans 10. Et malgré ça, ils se plantent une fois sur deux. Ah ouais, donc, une fois sur deux. Une fois sur deux encore. Donc tu te dis que tu es dans le pur risque. Donc par contre, la ligne qui marche, des fois elle te fait x6, x8, x10, et finalement te compense les risques que tu as pris. Ouais. Donc c'est pas avec ça que je suis très à l'aise, moi, parce que justement, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de risques, mais sur une petite partie de mon portefeuille en investissement, ça m'intéresse pour différentes raisons. Déjà, du côté transmission, avec des jeunes entrepreneurs, où tu vois des gens aujourd'hui qui sont d'une génération inférieure et qui finalement t'apprennent aussi des choses, ou viennent avec des idées que tu trouves brillantes, etc. Donc c'est une façon aussi de les remercier finalement du succès que tu as eu en les accompagnant. Évidemment, tu cherches à ce que ton investissement il fructifie, mais pas que. C'est aussi une notion intellectuelle où tu vas récupérer finalement des idées, ça va t'enrichir intellectuellement sur ce que tu vas voir avec ces équipes. Donc ça, c'est le côté start-up. Puis après, un peu de private equity, que ce soit au travers de fonds, où là, finalement, tu n'as rien à faire, tu as juste à mettre un ticket dans un fonds et faire confiance aux gestionnaires. Donc il y a quelques fonds que j'ai sélectionnés là à Luxembourg qui me paraissent sérieux et dans lesquels finalement j'applique ce que j'explique aux autres, c'est-à-dire que je fais pas que mes choses à moi, j'utilise aussi une partie pour finalement diversifier et être sur soit des fonds de private equity, soit ça va être des rachats aussi de sociétés. Par exemple à Luxembourg, on a acheté il y a 2 ans une société, je suis monté au capital à 40%, mais je suis pas opérationnel, c'est la personne qui a 60 qui pilote l'ensemble du projet, et puis j'ai une sortie qui est prévue dans un espace de timing qui est en général 3-4 ans, où j'ai aidé finalement la personne, l'entrepreneur, à racheter, mais je sors dans un délai de 3 à 4 ans avec des conditions qui ont été déjà prédéfinies au départ. Si ça marche pas, j'ai pris un risque. Oui, ça c'est toujours la notion. Ouais. En tout cas, c'est hyper inspirant tout ce que tu fais. Il y a une question que c'est pour moi à laquelle c'est compliqué de répondre, c'est quoi la réussite ? C'est quoi ta vision à toi de la réussite ? Je dirais qu'elle n'est pas que professionnelle. C'est un peu une vie au sens global. C'est à la fois, bien sûr, le professionnel. Réussir, c'est aussi faire ce que t'aimes, pour moi. Hein. Ça a toujours été. C'est-à-dire que j'ai jamais été dans un métier en disant ça m'embête de me lever ce matin pour faire ça, quoi. En fait, c'est pas moi. Je pense que c'est un alignement global aussi avec ce que tu es profondément. C'est-à-dire quand tu sens que tu n'es plus aligné, on a parlé tout à l'heure de la nuit et de ce qui m'est arrivé, à un moment donné, j'étais plus aligné là-dedans, il fallait vite que j'arrête et puis que je revienne à mes fondamentaux, quoi, qui sont à l'opposé de ce qui se passait, quoi. Donc je pense que le fait d'être aligné avec soi-même, ça pour moi c'est super important, de faire des trucs que tu aimes, et puis de ne faire pas que des choses professionnelles, de consacrer aussi une partie de ton temps à tes amis, à ta famille. Voilà, c'est ça réussir pour moi. Tu dirais quoi à des gens, jeunes ou moins jeunes, qui ont peur ou qui aimeraient se lancer mais qui ont peur, tu leur dirais quoi pour il faut identifier déjà les peurs. Souvent aussi, les peurs, elles viennent des gens qui sont autour de toi. Combien de fois on m'a dit ça va pas marcher ton truc, laisse tomber, quoi. Donc des fois que ça soit la famille, les amis, si tu penses que ton idée elle est bonne, je leur dirais vas-y, quoi. Mais par contre, attends-toi à ce que il y ait des montagnes russes. Quelquefois, ce sera pas toujours facile, parce que les gens voient aussi souvent, ils construisent des maisons en Floride, la vie est belle tout le temps, etc. Non, il y a eu des moments très difficiles aussi. Il y a eu des choix, il y a eu des réinvestissements, bien sûr qu'il y a eu des choses qui étaient moins faciles, mais heureusement, parce que sinon tout le monde le ferait déjà. Et je dirais moi aux jeunes qui ont envie de se lancer, réfléchis bien à ce qui t'anime profondément et fonce, quoi. Vas-y. Fais-toi plaisir, c'est ça l'idée. Ouais, amuse-toi. Ouais. Amuse-toi. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir confiance en soi ? Parce que toi, tu as un parcours de vie, donc c'est tout un chemin. Mais moi, je me souviens bien quand je me suis lancé, quand j'étais très jeune, j'étais tétanisé à l'idée de faire des choses. Moi, ça m'arrive encore. Ouais. De pas être sûr et d'avoir peur. Hein. Tu peux avoir peur, mais ça n'empêche pas de faire, en fait. Ouais. Parce que souvent, les gens s'arrêtent à peur, donc j'arrête tout, en fait.
Mais en fait, tu peux avoir peur, mais le faire quand même. Ça me rappelle même les premières présentations que je faisais. J'étais quelqu'un de super timide. Ouais. Et on me dit, tu vas présenter le Ricard Live Music à la Madine, il y avait 50 000 personnes. Première partie, c'était les charts, à l'époque Calogero, avec ses frères. Ouais. Et plateau, Goldman et Michael Jones. Et c'est toi qui présentes. Je te jure, j'étais aux toilettes 20 minutes encore avant de présenter le truc. J'avais le ventre, j'étais mort de trac, quoi. Et à un moment donné, tu te dis, mais écoute, c'est quoi, c'est une chance, là. Donc tu montes sur scène et t'y vas, quoi. Et en fait, là, tu montes sur scène. Bon, après, quand tu fais le métier là, quand t'es lancé, c'est parti après. Mais c'est avant, en fait, que t'as le trac. Et c'est là qu'il faut se dire, ok, t'as peur, mais t'y vas, quoi. Et ça, dans n'importe quel domaine, t'as plein de gens qui sont paralysés par leur peur. Et je pense que le sport aussi, ça te prépare à échouer. En fait, dans le sport, tu te prends une raclée. Moi, au tennis, des fois, je me suis pris des tôles. Alors que même des fois, j'étais meilleur que le mec et je me prends une tôle le jour-là. Ouais. Et tu rentres chez toi, tu te dis, putain, ça me parle beaucoup. Tu t'entraînes et puis tu te remets sur le terrain et puis tu bouges ton cul, tu vois. Mais t'as plein de gens, ils se prennent une tôle, c'est fini en affaires. Ouais. T'as des gens, ils ne bougeront plus jamais de leur vie. Donc, quand t'as vécu des échecs, finalement, jeunes, et où tu t'es pris des tôles, tu reviens, tu te dis, c'est pas grave. On va y aller, on se remonte sur le truc. Alors bon, après, pour l'instant, ça s'est bien passé. Peut-être qu'un jour... Alors maintenant, je m'arrange pour que je puisse plus être en danger. C'est-à-dire qu'en fait, je prends mon risque, mais comme j'ai plein de diversification, s'il y a un truc qui se passe mal, je sais que je reste en sécurité. Mais parce que j'ai plus le même âge non plus. Parce que quand j'ai 20 ans, si tu perds, tu refais des choses. Mais quand t'as mon âge, t'as pas envie de remettre en cause un train de vie, un machin, etc. Donc tu fais plus encore attention maintenant. À la limite, c'est pour ça que je te dis, ça m'arrive encore aujourd'hui. Moi, là, on fait Ibiza, l'opération, elle est super bonne, je vais mettre de l'argent, moi, sur la table, mais tu te poses toutes les questions. Est-ce que t'as besoin de ça ? Est-ce que t'as machin ? Ah ouais, bon, on y va. Tu vois ce que je veux dire. Et puis l'opération, elle est bonne, et puis ça t'amènera encore, tu vas y aller 3-4 fois par an, on va faire de nouvelles affaires, parce que l'idée, c'est de planter 3-4 opérations là-bas, par an, après. Donc là, on démarre, mais on est dans La vie est belle aux États-Unis il y a 10 ans, quoi. Écoute, Pierre, c'était un podcast extraordinaire, j'en reviens pas. J'ai encore une dernière question. Est-ce que tu seras encore cap pour une nouvelle vie après tout ça ? C'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps, ça. C'est, je pense que tu as des cycles dans une vie, alors je sais pas quelle va être la direction et ce que ça va être, mais je sens que je suis à un tournant. Déjà, un tournant où je vais être moins opérationnel, ce que je te disais tout à l'heure, et plus dans l'investissement que dans l'opérationnel pur. Mais je pense qu'il peut m'arriver encore effectivement de rêver à d'autres choses. Donc je promets d'y réfléchir cet été et on en reparlera. Voilà, c'est la fin de ce podcast et c'est Pierre, finalement l'homme aux 1001 vies, puisque peut-être qu'il aura encore une autre vie derrière. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, ça nous fait toujours plaisir et surtout, n'hésitez pas à oser. À bientôt. Merci David. Merci à toi Pierre, merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à partager autour de vous. Ça nous aide énormément. On a plein d'autres projets en préparation, donc restez connectés et nous, on vous dit à très bientôt.